Sors maintenant, rentre chez toi. C'est ce que disait le message sur mon téléphone. Un numéro inconnu, pas de nom. Juste ces mots qui allaient tout changer. J'étais assise à la table du dîner de Noël chez mon fils Dimitri. Les lumières dorées brillaient sur la nappe blanche. L'odeur du chapon rôti flottait dans l'air. Tout le monde souriait. Tout semblait parfait. Mais quelque chose n'allait pas. Je m'appelle Colette Beaulieu. J'ai 69 ans. Et ce soir-là, j'ai compris qu'un dîner pouvait cacher bien plus qu'une réconciliation. Nous ne nous étions pas parlé depuis des mois, Dimitri et moi. Pas un appel, pas une visite. Le silence s'était installé entre nous comme un mur de glace. Puis, 3 jours avant Noël, il m'avait téléphoné. « Maman, viens dîner à la maison. Tu nous manques. » Sa voix était douce, presque trop douce, mais j'avais tellement envie d'y croire. Alors j'avais dit oui. Ce soir-là, j'avais mis ma plus belle robe bleu marine, celle que mon mari adorait. Avant de partir, je m'étais regardée dans le miroir de l'entrée. Mes cheveux gris bien coiffés, mon rouge à lèvres discret, et sur mon doigt, cette alliance en or que je n'avais jamais retirée depuis la mort de Pierre il y a 8 ans. Je tournais toujours cette alliance quand j'étais nerveuse. C'était devenu un geste automatique. Ce soir-là, dans le taxi qui me menait chez Dimitri, je l'ai tourné sans arrêt. Quelque chose me disait de ne pas y aller. Mais je suis quand même allée. Quand je suis arrivée, tout le monde était là. Dimitri, sa femme Isabelle, leurs 2 enfants. Même sa belle-sœur que je ne connaissais presque pas. Ils m'ont accueilli avec des sourires larges, des bises sonores, des « Oh, comme on est content de te voir, Colette !» Trop de sourires, trop de gentillesse. Je me suis assise à table. On m'a servi du champagne. On a trinqué. On a mangé les entrées. Dimitri me regardait souvent, mais ses yeux ne disaient rien. C'était comme regarder une porte fermée. Isabelle parlait beaucoup, trop. Elle racontait des anecdotes sur les enfants, sur leurs vacances, sur tout et rien. Comme si elle voulait remplir le silence avec des mots vides. Et puis, au milieu du plat principal, mon téléphone a vibré dans mon sac. J'ai hésité. On ne regarde pas son téléphone à table. C'est impoli. Mais quelque chose m'a poussé à le sortir discrètement. Numéro inconnu. « Sors maintenant, rentre chez toi. » Mon cœur s'est arrêté. J'ai regardé autour de moi. Personne ne me fixait. Dimitri coupait sa viande. Isabelle servait du vin. Les enfants riaient. J'ai tapé une réponse tremblante. « Qui êtes-vous » La réponse est arrivée immédiatement. Je n'ai pas le temps d'expliquer. Fais-moi confiance. Pars maintenant. Ne mange rien d'autre. Surtout pas le dessert. Le dessert. Pourquoi le dessert? J'ai levé les yeux. Isabelle me regardait maintenant, avec un sourire étrange, presque impatient. « Colette, tu vas bien? Tu es toute pâle? »« Oui, oui, juste un peu fatiguée. » Je tournais l'alliance de Pierre. Encore et encore. Un autre message est arrivé. « Colette, maintenant. » Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai obéi. Je me suis levée, j'ai dit que je ne me sentais pas bien, que j'avais besoin de rentrer. Dimitri a froncé les sourcils. Isabelle a insisté pour que je reste, mais je voyais quelque chose dans leurs yeux. Une lueur qui ne me plaisait pas. Non, vraiment, je dois y aller. Merci pour ce merveilleux dîner. Je suis sortie. J'ai appelé un taxi. Pendant tout le trajet, j'ai fixé mon téléphone. Aucun autre message. Qui m'avait écrit? Pourquoi? Et surtout, pourquoi le dessert? Quand le taxi s'est arrêté devant chez moi, j'ai vu les lumières, bleues, blanches, qui tournèrent dans la nuit. Une ambulance, devant ma porte. J'ai cru que mon cœur allait exploser. Le chauffeur m'a regardé dans le rétroviseur. « Madame, vous allez bien ?» Je suis descendue lentement. Mes jambes tremblaient. J'ai marché vers ma porte. Un homme en blouse blanche est sorti de l'ambulance. « Madame Beaulieu ?» J'ai hoché la tête. Il m'a regardé avec surprise. « Mais vous êtes là? On nous avait dit que... » Il s'est arrêté. Il a regardé son collègue. Puis il a sorti un papier de sa poche. On a reçu un appel. On nous a dit de venir vous chercher pour... Il n'a pas fini sa phrase. J'ai compris. Pas tout de suite. Pas complètement. Mais j'ai compris que quelque chose de terrible avait failli m'arriver. Ce soir-là, j'ai refermé la porte de ma maison. J'ai verrouillé à double tour. Et je me suis assise dans mon salon, dans le noir, en tournant l'alliance de Pierre entre mes doigts. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires, j'aimerais vous lire. Mon téléphone a vibré une dernière fois. Vous êtes en sécurité maintenant. Je vous expliquerai tout demain. Ne répondez à aucun appel cette nuit. J'ai éteint la lumière et j'ai attendu le matin en me demandant qui avait voulu me sauver. Et surtout, de quoi. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi.
J'étais assise dans mon fauteuil près de la fenêtre, regardant les rues vides de mon quartier. Les décorations de Noël brillaient faiblement dans l'obscurité. Des guirlandes lumineuses accrochées au balcon, des sapins éclairés derrière les vitres. Tout le monde célébrait, tout le monde était en famille. Et moi, j'étais seule, avec une ambulance qui venait de partir de devant ma porte et un message mystérieux qui disait de ne répondre à aucun appel. Je tournais l'alliance de Pierre, encore et encore. C'était le seul geste qui me calmait. Pierre, mon mari, mon amour, l'homme qui avait partagé 42 ans de ma vie. Si seulement il avait été là ce soir, si seulement il avait pu me dire quoi faire. Lui, il aurait su. Il savait toujours. Mais Pierre était parti. Depuis 8 ans déjà. Un infarctus brutal. Un matin de mars où le printemps commençait à peine. Il était parti faire du pain, comme tous les dimanches. Quand il est rentré, il m'a souri. Il a posé les croissants sur la table. Et puis, il s'est effondré. Je n'avais même pas eu le temps de lui dire au revoir. Depuis ce jour, je portais son alliance à mon doigt, avec la mienne. 2 anneaux en or, 2 promesses qui avaient duré jusqu'à la fin. Cette nuit-là, seule dans mon salon, j'ai fermé les yeux, et je suis retournée dans le passé, vers les jours où tout était simple, vers les années douces. Dimitri est né un jour de mai, un matin lumineux où Paris sentait le lilas et le pain chaud. Pierre et moi avions attendu cet enfant pendant 7 ans. 7 années d'espoir, de déception, de rendez-vous médicaux, de larmes silencieuses dans la salle de bain. Et puis, enfin, Dimitri était arrivé. Quand l'infirmière me l'a mis dans les bras, j'ai cru que mon cœur allait exploser de bonheur. Il était petit, rouge, parfait, ses yeux fermés, ses petits poings serrés. Pierre pleurait à côté de moi. Il n'avait pas honte. Il disait toujours « Un homme qui n'a pas le droit de pleurer n'est pas un homme complet ». Nous l'avons appelé Dimitri. Pierre aimait ce prénom. Il trouvait qu'il sonnait fort, noble, comme un nom de prince. Et pour nous, Dimitri était un prince. Notre appartement n'était pas grand, 4 pièces dans le 15e arrondissement, mais nous l'avions rempli d'amour. Pierre travaillait comme comptable dans une entreprise de textile. Moi, j'enseignais le français dans un collège du quartier. Nous n'étions pas riches, mais nous ne manquions de rien. Le dimanche, nous allions au parc Montsouris avec Dimitri. Pierre le portait sur ses épaules. Je marchais à côté d'eux en tenant la main de mon mari. Dimitri riait aux éclats quand Pierre courait en faisant semblant d'être un cheval. Ces dimanches-là, je me disais que c'était ça, le bonheur. Rien de grandiose, juste nous 3, ensemble. Dimitri était un enfant joyeux, curieux. Il posait 1000 questions. « Maman, pourquoi le ciel est bleu? Papa, comment on fait les nuages ?» Pierre répondait avec patience. Il inventait des histoires quand il ne savait pas. Dimitri le croyait toujours. Le soir, je lui lisais des contes dans son lit. Il s'endormait la main sur mon bras. Je restais là, à le regarder respirer doucement, en me demandant comment un être aussi petit pouvait contenir autant de vie. Pierre entrait parfois dans la chambre. Il me trouvait assise au bord du lit, les larmes aux yeux. « Pourquoi tu pleures, mon amour ?»« Parce que je suis trop heureuse. » Il souriait, il m'embrassait le front, et nous restions là, tous les deux, à regarder notre fils dormir. Ces années-là, je les appelle les années douces, parce que tout était simple, parce que nous étions une famille, une vraie. Quand Dimitri a eu 8 ans, nous avons déménagé. Pierre avait reçu une promotion. Nous avons pu acheter une petite maison en banlieue, avec un jardin. Un vrai jardin où Dimitri pouvait jouer au ballon, construire des cabanes, inviter ses amis. C'était notre rêve, une maison à nous. Le jour où nous avons emménagé, Pierre a planté un cerisier au fond du jardin. Il a dit à Dimitri « Ce cerisier va grandir avec toi. Chaque année, il sera un peu plus fort, comme toi. » Dimitri a aidé son père à creuser le trou. Ils ont mis l'arbre ensemble. Pierre a pris une photo de nous 3 devant le cerisier. Cette photo, je l'ai encore. Elle est dans un cadre, sur ma commode. Nous sourions tous les 3. Dimitri a les mains pleines de terre. Pierre a le bras autour de mes épaules. Et moi, je regarde mon fils comme si c'était la première fois que je le voyais. Je ne savais pas encore que cette époque allait finir, que les arbres grandissent, mais que les enfants s'éloignent. Dimitri a bien grandi, trop vite peut-être. À 14 ans, il ne voulait plus qu'on l'appelle « mon chéri ». Il voulait être grand, être respecté. Il passait des heures dans sa chambre. Il écoutait de la musique que je ne comprenais pas. Il nous parlait de moins en moins. Pierre disait que c'était normal, que tous les adolescents passèrent par là. « Laisse-lui du temps, Colette. Il reviendra vers nous. » Mais moi, je sentais quelque chose changer, comme si une distance invisible se créait entre Dimitri et nous.
une distance que je ne savais pas comment franchir. À 18 ans, Dimitri est parti étudier à Lyon, école de commerce. Il voulait réussir, faire fortune. Il disait qu'il voulait nous rendre fiers. Pierre était fier. Il le disait tout le temps. Mais moi, j'avais peur. Peur qu'il ne revienne plus. Peur de le perdre. Et j'avais raison. Les premières années, Dimitri rentrait souvent. Pour Noël, pour l'été. Il nous racontait ses cours, ses projets, ses rêves. Pierre l'écoutait avec admiration. Moi, je préparais ses plats préférés. Son pot-au-feu, sa tarte aux pommes. Je voulais qu'il se sente chez lui. Mais petit à petit, les visites se sont espacées. Une fois par an, puis tous les 2 ans. Il avait du travail, des opportunités, des voyages. Il nous appelait de temps en temps. 5 minutes, 10 quand il était généreux. Pierre ne disait rien. Mais je voyais bien qu'il était triste. Le dimanche, il sortait dans le jardin. Il s'asseyait sous le cerisier. Il ne disait rien. Il regardait juste l'arbre, cet arbre qu'ils avaient planté ensemble. Un jour, je l'ai trouvé là, les larmes aux yeux. « Pierre, qu'est-ce qui ne va pas ?» Il a tourné son alliance, exactement comme je le fais maintenant. « Je crois que j'ai raté quelque chose, Colette, avec Dimitri. Je crois qu'on a raté quelque chose. » « Mais non, mon amour, il est juste occupé. C'est sa vie. Oui, sa vie sans nous. » J'ai pris sa main. Nous sommes restés là, sous le cerisier, sans rien dire, parce qu'il n'y avait rien à dire. Quand Pierre est mort, Dimitri est venu à l'enterrement. Il portait un costume noir impeccable. Il avait l'air fatigué. Il m'a serré dans ses bras. Pas longtemps, juste quelques secondes. Pendant la cérémonie, il n'a pas pleuré. Il est resté droit, les mains dans les poches, le regard fixe. Après, tout le monde est venu à la maison. Les amis, la famille. Ils ont mangé. Ils ont parlé de Pierre, de sa bonté, de sa gentillesse. Dimitri est resté dans un coin. Il répondait poliment quand on lui parlait. Mais il n'était pas vraiment là. Le soir, quand tout le monde est parti, il m'a dit « Maman, il faut qu'on parle de la maison. » « La maison ? Oui, papa avait des dettes. Il faut régler ça. » Je ne savais pas de quelles dettes il parlait. Pierre gérait nos finances. Mais Dimitri avait l'air sérieux, inquiet. « On en parlera plus tard, Dimitri. Pas maintenant. » Il a hoché la tête. Il est parti le lendemain matin, sans me dire au revoir. J'ai trouvé un mot sur la table de la cuisine. « Maman, prends soin de toi. Je t'appellerai. » Il ne m'a pas appelé pendant 3 mois. Les premières semaines après la mort de Pierre ont été terribles. Je me réveillais la nuit en croyant qu'il était là. Je préparais du café pour 2. Je mettais la table pour 2. Et puis je me souvenais, et je pleurais. La maison me semblait immense, vide, froide. Un jour, je suis descendue au jardin. Je me suis assise sous le cerisier, là où Pierre s'asseyait. J'ai posé ma main sur le tronc. L'écorce était rugueuse. L'arbre avait grandi. Il était solide maintenant, fort. Mais Pierre n'était plus là pour le voir. J'ai pleuré ce jour-là. J'ai pleuré toutes les larmes que j'avais retenues depuis l'enterrement. J'ai pleuré pour Pierre, pour Dimitri, pour les années douces qui ne reviendraient jamais. Et puis, j'ai regardé l'alliance à mon doigt, celle de Pierre et la mienne. 2 anneaux en or qui brillaient au soleil. Je me suis dit, il faut que je continue. Pour lui, pour nous. Alors j'ai continué. J'ai appris à vivre seul, à faire mes courses seul, à dîner seul, à dormir seul. C'était dur, mais je l'ai fait. Dimitri appelait de temps en temps, pas souvent. Il demandait si j'allais bien, si j'avais besoin de quelque chose. Je disais toujours non. Je ne voulais pas être un fardeau. Mais au fond, j'aurais aimé qu'il vienne, qu'il s'asseye avec moi dans le salon, qu'on parle de Pierre, qu'on se souvienne ensemble. Ça n'est jamais arrivé. Les années ont passé. 5 ans, 6 ans, 7 ans. Dimitri a épousé Isabelle, une femme que je ne connaissais presque pas. Ils se sont mariés à Lyon. Une petite cérémonie. Ils ne m'ont pas demandé d'organiser quoi que ce soit. J'étais juste invitée, comme une simple invitée. J'ai mis ma plus belle robe, j'ai souri sur toutes les photos. J'ai dit que j'étais heureuse pour eux. Mais au fond, je me sentais exclue, comme si je n'étais plus vraiment de la famille. Dimitri et Isabelle ont eu 2 enfants, des jumeaux, un garçon et une fille. Je les ai vus 3 fois en 5 ans. Ils ne me connaissaient pas vraiment. Ils m'appelaient la dame. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Un jour, il y a 1 an, j'ai appelé Dimitri. C'était l'anniversaire de la mort de Pierre. Je voulais juste entendre sa voix, lui dire que je pensais à lui, que je pensais à son père. Il n'a pas décroché. J'ai laissé un message simple. Mon chéri, c'est maman. Je pensais à papa aujourd'hui. Je t'embrasse.
Il ne m'a jamais rappelé. Cette nuit-là, assise dans mon fauteuil, je repensais à tout ça. Aux années douces, à Pierre, à Dimitri enfant qui courait dans le jardin, à Dimitri adolescent qui s'éloignait peu à peu, à Dimitri adulte qui ne m'appelait plus. Comment en étions-nous arrivés là? Qu'est-ce que j'avais fait de mal? J'ai regardé l'alliance de Pierre. Elle brillait faiblement dans la lumière de la rue. Pierre, qu'est-ce qui s'est passé avec notre fils? Personne n'a répondu. Dehors, la nuit était calme. Les lumières de Noël clignotaient. Quelque part, des gens riaient. Quelque part, des familles étaient réunies. Et moi, j'étais seule, avec un téléphone éteint, et des questions sans réponse. Le jour allait bientôt se lever, et avec lui, la vérité. Le matin est arrivé lentement. J'ai regardé le soleil se lever derrière les toits de Paris. Le ciel était gris perle, avec des nuances de rose pâle à l'horizon. C'était le 26 décembre, le lendemain de Noël, le jour où tout devait s'expliquer. Je n'avais pas bougé de mon fauteuil. Mon dos me faisait mal. Mes jambes étaient engourdies. Mais je n'avais pas osé aller me coucher. J'avais peur. Peur que quelqu'un vienne frapper à ma porte. Peur que l'ambulance revienne. Peur de ne pas comprendre ce qui m'arrivait. Mon téléphone était posé sur mes genoux, éteint, comme le mystérieux message me l'avait ordonné. À 7 heures du matin, je l'ai rallumé. Immédiatement, il s'est mis à vibrer. Encore, encore, encore. 12 appels manqués, tous de Dimitri. 6 messages vocaux et 3 SMS d'Isabelle. Colette, rappelle-nous s'il te plaît. On est inquiet. Maman, où es-tu? Pourquoi tu ne réponds pas? Colette, c'est très important. Appelle-nous immédiatement. J'ai serré l'alliance de Pierre entre mes doigts. Pourquoi était-il si inquiet? Pourquoi tant d'appels? Je n'ai pas rappelé. Quelque chose me disait d'attendre le message de celui qui m'avait sauvé. À 9 heures, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Mon cœur s'est arrêté. J'ai décroché. Allô? Madame Beaulieu? Une voix d'homme. Calme, posée, professionnelle. Oui, c'est moi. Je suis maître Laurent Moreau, votre avocat. Mon avocat? Je ne comprenais pas. Je n'avais pas d'avocat. Pierre avait eu un notaire, oui, pour régler la succession. Mais un avocat? Jamais. Je crois qu'il y a une erreur. Je ne vous connais pas. Je sais, madame. C'est normal. Votre mari, Pierre Beaulieu, m'avait contacté il y a 9 ans, avant son décès. Il m'avait demandé de veiller sur vous, discrètement, au cas où. Pierre, mon Pierre, il avait fait ça, sans me le dire? Je ne comprends pas. Madame Beaulieu, je sais que c'est difficile à entendre. Mais j'ai des choses importantes à vous révéler. Des choses que vous devez savoir. Pouvez-vous venir à mon cabinet aujourd'hui? Vers 14 heures? J'ai regardé autour de moi. Mon salon vide, ma maison silencieuse, les appels de Dimitri qui continuaient d'arriver. Oui, je viendrai. Parfait. Je vous envoie l'adresse par SMS. Et madame, ne répondez à aucun appel de votre fils. Pas encore. Il a raccroché. Je suis restée là, le téléphone à la main, tremblante. Pierre avait engagé un avocat pour me protéger. De quoi? De qui? De notre propre fils? J'ai pris une douche. Je me suis habillée lentement. J'ai mis un tailleur gris que je portais pour les occasions importantes. J'ai attaché mes cheveux. J'ai mis du rouge à lèvres. Pas pour être belle, mais pour me donner du courage. Avant de partir, je suis allée dans la chambre. Notre chambre. Celle que je partageais avec Pierre. Je n'avais rien changé depuis sa mort. Ses livres étaient encore sur sa table de nuit. Sa montre dans le tiroir. Son peignoir accroché derrière la porte. Je me suis assise sur le lit. J'ai ouvert le tiroir de sa table de nuit. Il y avait une photo de nous, le jour de notre mariage. Pierre avait 26 ans. J'en avais 23. Nous étions jeunes, beaux, heureux. J'ai caressé son visage sur la photo. Pierre, qu'est-ce que tu savais? Pourquoi tu ne m'as rien dit? Bien sûr, il n'a pas répondu. Mais dans mon cœur, j'ai entendu sa voix, celle qu'il avait toujours, douce, rassurante. Parce que je voulais te protéger, mon amour. Le cabinet de Maître Moreau se trouvait dans le 7e arrondissement. Un immeuble haussmannien élégant, avec une porte cochère en bois massif et des balcons en fer forgé. J'ai monté les escaliers jusqu'au 2e étage. Mon cœur battait trop fort. Mes mains tremblaient. La secrétaire m'a accueilli avec un sourire poli. « Madame Beaulieu, Maître Moreau vous attend. » Elle m'a guidée jusqu'à un bureau lumineux. De grandes fenêtres donnaient sur une cour intérieure. Des bibliothèques remplies de livres juridiques couvrirent les murs. Et au centre, un homme d'une 50aine d'années, cheveux gris, lunettes fines, costume sombre. Il s'est levé en me voyant. « Madame Beaulieu, merci d'être venue. » Il m'a serré la main. Sa poignée était ferme, rassurante. « Asseyez-vous, je vous en prie. » Je me suis assise. J'ai posé mon sac sur mes genoux. J'ai tourné l'alliance de Pierre.
Maître Moreau m'a regardé un long moment, avec une expression que je ne savais pas déchiffrer. Compassion? Tristesse? Colère? Madame Beaulieu, ce que je vais vous dire va être difficile à entendre. Mais vous devez tout savoir. J'ai hoché la tête. Il a ouvert un dossier devant lui. Il y a 9 ans, votre mari est venu me voir. C'était 6 mois avant son décès. Il m'a dit qu'il s'inquiétait pour vous. Il m'a dit qu'il avait des doutes sur certaines personnes de votre entourage. Des doutes? Sur qui? Il a hésité. Puis, il a dit, doucement, sur votre fils. Le monde s'est arrêté. Dimitri? Oui. Mais pourquoi? Dimitri c'est notre fils. Pierre l'adorait. Je sais, madame. Et c'est justement pour ça que ça a été si difficile pour lui de venir me voir. Mais Pierre avait remarqué des choses, des petites choses, des incohérences, des mensonges. Des mensonges. Dimitri avait menti à son père? Quel genre de mensonge? Maître Moreau a sorti des documents du dossier. Votre mari avait prêté de l'argent à Dimitri, plusieurs fois, pour ses études, pour son appartement, pour lancer son entreprise. Des sommes importantes. Au total, environ 80 000 euros. 80 000 euros. Je ne savais pas. Dimitri devait rembourser progressivement. Mais il ne l'a jamais fait. Chaque fois que Pierre lui demandait, Dimitri inventait une excuse. Un retard de salaire, un investissement urgent, une opportunité à ne pas manquer. Mais peut-être qu'il avait vraiment besoin de Madame Beaulieu. La voix de Maître Moreau était douce, mais ferme. Dimitri a menti. Il gagnait très bien sa vie. Pierre a vérifié. Discrètement. Votre fils gagnait plus de 100 000 euros par an. Il avait une voiture de luxe. Il partait en vacances aux Maldives. Pendant ce temps, il disait à son père qu'il n'avait pas de quoi le rembourser. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Pourquoi Pierre ne m'a rien dit? Parce qu'il ne voulait pas vous faire de peine. Il vous connaissait. Il savait que vous auriez défendu Dimitri, que vous auriez cherché des excuses, parce que c'est votre fils. Il avait raison. C'est exactement ce que j'aurais fait. Pierre m'a demandé de surveiller discrètement la situation, de m'assurer que vous seriez protégé, surtout après sa mort. Il craignait que Dimitri, il s'est arrêté. Qu'il quoi? Qu'il profite de votre vulnérabilité, de votre solitude, pour prendre le contrôle de vos biens. Je n'ai rien dit pendant un long moment. Je regardais les documents sur le bureau, les chiffres, les dates, les preuves, tout était là, noir sur blanc. Mon fils avait menti à son père pendant des années. Mais hier soir, l'ambulance. Maître Moreau a hoché la tête. Hier, j'ai reçu un appel d'un contact à moi, quelqu'un qui travaille dans l'administration hospitalière. Il m'a alerté sur une demande d'internement psychiatrique. À votre nom. Mon sang s'est glacé. Une demande d'internement? Oui, signée par votre fils. En tant que proche parent responsable, il alléguait que vous souffriez de démence sénile, que vous représentiez un danger pour vous-même, que vous deviez être interné immédiatement. Je ne pouvais plus respirer. Mais je ne suis pas malade. Je sais, madame. C'est pour ça que j'ai agi vite. J'ai vérifié. Il n'y avait aucun rapport médical, aucun diagnostic, juste une demande signée par Dimitri, et un rendez-vous pour une ambulance, hier soir, à 22h, devant chez vous. 22h, l'heure où je devais rentrer du dîner, l'heure où j'aurais dû être droguée, inconsciente, facile à embarquer. Le dessert, pardon? Dans votre message, vous avez dit de ne pas manger le dessert. Maître Moreau a acquiescé lentement. C'était une supposition de ma part, mais logique. Si Dimitri voulait vous faire interner, il fallait que vous soyez incapable de résister. Incapable de résister. Mon propre fils, mon Dimitri, avait prévu de me droguer, de m'enlever, de m'enfermer. Les larmes ont commencé à couler. Je ne pouvais plus les retenir. Maître Moreau m'a tendu un mouchoir. Il a attendu, patiemment. Quand j'ai pu parler à nouveau, j'ai murmuré « Pourquoi? Pourquoi il ferait ça ?» Il a refermé le dossier. « Pour l'argent, madame, pour votre maison, pour vos économies, pour tout. » Je suis sortie du cabinet à 16h. Le ciel était devenu sombre. Il allait pleuvoir. Je marchais dans les rues de Paris sans savoir où j'allais. Les gens passaient à côté de moi. Ils riaient, ils parlaient, ils vivaient leur vie normale. Et moi, je découvrais que mon fils avait voulu me détruire. J'ai marché jusqu'à la Seine. Je me suis arrêtée sur le pont des Arts. J'ai regardé l'eau couler en bas, grise, froide, indifférente. J'ai sorti mon téléphone. 23 appels manqués de Dimitri. 10 messages d'Isabelle. Ils devaient repaniquer. Leur plan avait échoué. J'étais libre, consciente. Et maintenant, je savais. J'ai pensé à Pierre, à ce qu'il avait dû ressentir en découvrant que notre fils, que l'enfant que nous avions tant aimé,
était capable de ça. Ça avait dû lui briser le cœur. Et il n'avait rien dit. Pour me protéger. J'ai tourné son alliance entre mes doigts. Tu savais, n'est-ce pas? Tu savais qu'un jour, j'aurais besoin de savoir la vérité. Le vent soufflait sur la Seine. Des gouttes de pluie ont commencé à tomber. Je suis rentrée chez moi. En chemin, je suis passée devant une église. L'église Sainte-Clotilde. Celle où Pierre et moi nous étions mariés. Celle où nous avions baptisé Dimitri. Je suis entrée. L'église était vide, silencieuse. Juste quelques bougies allumées devant l'autel. Je me suis assise sur un banc, au fond. Là où nous nous asseyons toujours. J'ai regardé les vitraux, les statues, le Christ en croix, et j'ai prié. Pas pour moi, pour Dimitri, pour qu'il comprenne, pour qu'il se réveille, pour qu'il redevienne l'enfant que j'avais porté, l'enfant que Pierre avait porté sur ses épaules dans le parc. Mais au fond de moi, je savais, cet enfant-là n'existait plus. Quand je suis rentrée chez moi, il faisait nuit. J'ai allumé les lumières, j'ai verrouillé la porte, j'ai fermé les volets. Mon téléphone a sonné. Dimitri. Cette fois, j'ai décroché. Allô? Maman? Enfin, où étais-tu? On a essayé de te joindre toute la journée. Sa voix était tendue, presque hystérique. J'étais sortie. Sortie? Mais pourquoi tu es partie hier soir comme ça? Tu nous as fait peur. Lui, il osait dire qu'il avait eu peur. Je ne me sentais pas bien. Tu aurais dû nous le dire? On aurait appelé un médecin? On aurait appelé une ambulance? Silence. Un long silence. Pardon? Tu m'as bien entendu, Dimitri. Sa voix a changé, plus froide, plus dure. Maman, je ne comprends pas de quoi tu parles. Moi, je comprends très bien. Écoute, tu as l'air fatiguée, confuse. C'est normal à ton âge. Peut-être qu'on devrait me faire interner? Nouveau silence, plus long, plus lourd. Maman, qui t'a dit? Quelqu'un qui veille sur moi, quelqu'un que ton père a chargé de me protéger. De toi. J'ai entendu sa respiration s'accélérer. Tu délires. Non, Dimitri. Pour la première fois depuis longtemps, je vois clair. Maman, écoute-moi bien. Tu es malade. Tu as besoin d'aide. On veut juste t'aider. En me droguant? En m'enfermant? En prenant ma maison? Je n'ai jamais. Il s'est arrêté. Puis d'une voix glaciale. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu es vieille. Tu es seule. Tu perds la tête. Et si tu continues comme ça, tout le monde le verra. Il a raccroché. Je suis restée là, le téléphone à la main. Mon fils, mon Dimitri, venait de me menacer. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi non plus. Je suis restée assise dans mon salon, les lumières éteintes, les volets fermés. J'ai pensé à tout, aux années douces, à Pierre, à Dimitri enfant, à Dimitri aujourd'hui, à l'ambulance devant ma porte, au dessert que je n'avais pas mangé, à la vie que j'avais failli perdre. Et j'ai compris quelque chose. Les signes avaient toujours été là. Les mensonges, les distances, les silences, les appels qui ne venaient jamais, les visites qui s'espaçaient. Tout avait toujours été là, mais je n'avais pas voulu voir, parce que c'était mon fils, parce qu'on ne veut jamais croire que notre propre enfant peut nous vouloir du mal. Mais maintenant, je savais, et je ne pouvais plus fermer les yeux. J'ai regardé l'alliance de Pierre. Merci mon amour, merci de m'avoir protégé, même après ta mort. Dehors, Paris dormait, et moi, je me préparais. Parce que je savais que ce n'était pas fini, que Dimitri allait revenir, et que cette fois, je devais être prête. Les jours suivants ont été étranges. Dimitri n'a plus appelé, Isabelle non plus. C'était comme si un rideau de silence était tombé entre nous, un silence pesant, menaçant. Je vivais dans ma maison comme dans une forteresse. Je vérifiais les serrures 3 fois par jour. Je ne répondais pas au téléphone si je ne reconnaissais pas le numéro. Je ne sortais que pour faire mes courses, et je rentrais vite. J'avais peur que Dimitri revienne, peur qu'il essaie autre chose, peur de ne pas savoir comment me défendre. Maître Moreau m'avait dit de rester calme, de ne rien faire, d'attendre. Il va faire un faux pas, Madame Beaulieu. Ils font toujours un faux pas. Mais attendre quoi? Et pendant combien de temps? 3 jours après Noël, j'ai reçu une lettre recommandée, avec accusé de réception. Quand le facteur me l'a tendue, j'ai vu l'en-tête, cabinet médical du docteur Arnaud Tessier, psychiatre. Mon sang s'est glacé. Je suis rentrée. J'ai posé la lettre sur la table de la cuisine. Je l'ai regardée longtemps avant de l'ouvrir. Mes mains tremblaient. Quand j'ai déchiré l'enveloppe, j'ai trouvé une convocation. Madame Colette Beaulieu, suite à des signalements de votre entourage concernant votre état de santé mentale, nous vous convoquons pour une évaluation psychiatrique obligatoire. Date, 4 janvier. Heure, 10h. Lieu, cabinet du docteur Tessier.
28 rue de Vaugirard, Paris 6e. Votre présence est obligatoire. En cas d'absence, une évaluation pourra être effectuée à votre domicile avec l'assistance des forces de l'ordre si nécessaire. J'ai relu la lettre 3 fois. Des signalements de mon entourage. Dimitri. Il continuait, malgré tout, malgré ce que je savais. Il continuait à essayer de me faire passer pour folle. J'ai appelé Maître Moreau immédiatement. Il a décroché à la première sonnerie. Madame Beaulieu, j'ai reçu une lettre, une convocation, pour une évaluation psychiatrique. Je sais, j'ai été informé. Écoutez-moi bien. Ne paniquez pas. C'est une procédure. Dimitri a fait appel à un psychiatre pour appuyer sa demande d'internement. Mais vous n'êtes pas obligé d'y aller. Mais la lettre dit que c'est obligatoire. C'est une intimidation, madame. Rien de plus. Dimitri veut vous faire peur. Il veut que vous alliez à ce rendez-vous. Et là-bas, ce médecin, qui est probablement de mèche avec lui, rédigera un rapport disant que vous êtes inapte. Mais comment je peux prouver que je ne suis pas malade? En faisant exactement le contraire de ce qu'il attend. Nous allons faire notre propre évaluation. Avec un psychiatre indépendant. Quelqu'un que je connais. Quelqu'un d'intègre. J'ai respiré un peu mieux. D'accord. Quand? Demain. Je vous envoie l'adresse. Et madame, gardez cette lettre. Elle sera utile. Le lendemain, je me suis rendue au cabinet du docteur Claire Fontaine. Son bureau était complètement différent de celui que j'imaginais. Pas de décoration froide, pas de murs blancs, juste un petit appartement chaleureux dans le Marais, avec des plantes vertes, des tableaux, des fauteuils confortables. Le docteur Fontaine était une femme d'une 60aine d'années, cheveux blancs courts, lunettes rondes, sourire doux. Elle m'a accueillie avec une tasse de thé. « Madame Beaulieu, installez-vous. » Je me suis assise. J'ai pris la tasse. Mes mains tremblaient encore. Elle s'est assise en face de moi, pas derrière un bureau, juste en face, comme si nous étions deux amis qui prenaient le thé. Maître Moreau m'a expliqué votre situation. Je sais que c'est difficile. Je sais que vous avez peur. Mais je veux que vous sachiez une chose. Je ne suis pas là pour vous juger. Je suis là pour vous écouter et pour établir la vérité. J'ai hoché la tête. Racontez-moi, Colette. Racontez-moi ce qui se passe. Et j'ai raconté tout. Le dîner de Noël, le message mystérieux, l'ambulance, l'avocat, les mensonges de Dimitri, l'argent qu'il devait à Pierre, la convocation psychiatrique. Je lui ai tout dit. Elle a écouté, sans m'interrompre, sans prendre de notes, juste en me regardant dans les yeux. Quand j'ai terminé, elle a posé sa tasse. « Colette, vous n'êtes pas folle. Vous le savez, n'est-ce pas ?» Les larmes sont montées. Parfois, j'ai l'impression de l'être. Parfois, je me dis « Et si c'était vrai ? Et si je perdais vraiment la tête ? Et si Dimitri avait raison ? » C'est exactement ce qu'il veut que vous pensiez. C'est ce qu'on appelle de la manipulation psychologique. Il sème le doute. Il vous fait croire que vous êtes le problème. Mais Colette, une personne qui perd la tête ne se pose pas ces questions. Elle s'est penchée vers moi. Vous êtes lucide. Vous êtes cohérente. Vous avez une mémoire excellente. Vous êtes capable de raconter des événements avec précision. Vous ressentez des émotions appropriées. Vous n'avez aucun signe de démence. Aucun. Alors pourquoi il fait ça? Pour l'argent, pour le contrôle, pour le pouvoir. Elle a soupiré. J'ai vu beaucoup de cas comme le vôtre, Colette. Des enfants qui profitent de la vulnérabilité de leurs parents âgés, qui les isolent, qui les discréditent, qui les font passer pour fous, tout ça pour mettre la main sur l'héritage. J'ai tourné l'alliance de Pierre. Comment on en arrive là? Comment un enfant peut faire ça à sa propre mère? Je ne sais pas, Colette. Peut-être l'avidité, peut-être l'égoïsme, peut-être quelque chose de cassé en lui. Mais ce n'est pas votre faute. Vous m'entendez? Ce n'est pas votre faute. J'ai pleuré. J'ai pleuré tout ce que j'avais retenu depuis des jours. Le docteur Fontaine m'a laissé pleurer. Elle m'a tendu des mouchoirs. Elle a attendu. Quand je me suis calmée, elle a dit « Je vais rédiger un rapport médical complet. Ce rapport attestera de votre parfaite santé mentale. Il servira de preuve. Dimitri ne pourra rien faire contre ça. Merci. Merci infiniment. Mais Colette, vous devez vous préparer, parce qu'il ne va pas s'arrêter. Pas tant qu'il n'aura pas ce qu'il veut. » Je suis rentrée chez moi avec le rapport du docteur Fontaine dans mon sac. Un document officiel, avec un sceau, une signature, une date, la preuve que je n'étais pas folle. Mais en arrivant devant ma maison, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. La porte du jardin était ouverte. Je l'avais fermée. J'en étais sûre. Je vérifiais toujours. J'ai hésité. Fallait-il entrer? Appeler la police? Repartir? Puis j'ai pensé, c'est ma maison. Ma maison à moi et Pierre. Personne n'a le droit de me faire peur ici. J'ai poussé la porte du jardin. Le cerisier était là, au fond,
immobile, les branches nues dans le froid de janvier. J'ai marché vers la maison. La porte d'entrée était fermée. Mais quand j'ai tourné la poignée, elle s'est ouverte. Je ne l'avais pas laissée ouverte. J'en étais certaine. Quelqu'un était entré. J'ai pris mon téléphone. J'ai composé le numéro de Maître Moreau. « Madame Beaulieu, quelqu'un est entré chez moi. Ne bougez pas. Restez dehors. J'appelle la police. » Mais je n'ai pas écouté. Je suis entrée. Le salon était intact. La cuisine aussi. Rien n'avait été volé. Rien n'avait été cassé. Mais en montant à l'étage, j'ai vu. La chambre. Notre chambre. Quelqu'un avait fouillé. Les tiroirs étaient ouverts. Les vêtements de Pierre sortis de l'armoire. Ses affaires éparpillées sur le lit. Et sur la table de nuit, un message. Un simple papier. Avec des mots écrits à la main. « Tu ne peux pas gagner. Laisse tomber. Signe les papiers. » Les papiers. Quels papiers? Je me suis retournée. Et j'ai vu une enveloppe sur le lit. Une grande enveloppe Kraft. Je l'ai ouverte avec des mains tremblantes. À l'intérieur des documents légaux, des procurations générales. Je sous-signais, Colette Beaulieu, donne procuration complète et irrévocable à mon fils, Dimitri Beaulieu, pour gérer l'ensemble de mes biens, comptes bancaires, propriétés et affaires personnelles. Il voulait que je signe. Il voulait tout. Et il était entré chez moi pour me le faire comprendre. La police est arrivée 20 minutes plus tard. 2 agents, un homme et une femme. Ils ont pris ma déposition. Ils ont regardé la chambre. Ils ont photographié le message. Mais je voyais bien dans leurs yeux qu'ils ne prenaient pas ça très au sérieux. « Madame, vous êtes sûre que ce n'est pas vous qui avez laissé la porte ouverte ? » « Non, j'en suis certaine. »« Et ces documents, c'est votre fils qui les a apportés ? » ?»« Oui, enfin je pense. Qui d'autre ?» Les 2 agents ont échangé un regard. « Madame Beaulieu, nous comprenons que la situation avec votre famille est compliquée. Mais sans preuve tangible, sans témoin, sans effraction visible, vous ne pouvez rien faire. Nous allons rédiger un rapport. Mais pour le moment, on ne peut pas accuser quelqu'un sans preuve. Ils sont partis, et je suis restée seule, avec le message, avec les papiers, avec la peur. Maître Moreau est arrivé 1 heure plus tard. Il a lu le message. Il a regardé les documents. Il accélère. Il sent que vous savez. Alors il essaie de vous intimider. Et ça marche. J'ai peur. Je sais. Mais Colette, écoutez-moi bien. Ne signez rien. Jamais. Même s'il vous menace. Même s'il vous supplie. Ne signez rien. Que va-t-il se passer maintenant? Je ne sais pas. Mais je vais renforcer votre protection légale. Je vais déposer une main courante. Je vais faire en sorte que si quelque chose vous arrive, tout le monde sache qui est responsable. Il est parti. Et je suis restée, seule dans ma maison. La maison que j'avais achetée avec Pierre. La maison où nous avions élevé Dimitri. La maison où j'avais été heureuse. Maintenant, je ne m'y sentais plus en sécurité. Cette nuit-là, je suis descendue au jardin. Il faisait froid. Un froid sec qui piquait les joues. Le ciel était dégagé. On voyait les étoiles. Je me suis assise sous le cerisier. Comme Pierre le faisait. J'ai posé ma main sur le tronc. L'écorce était froide, rugueuse. Pierre, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta force. Le vent soufflait doucement dans les branches nues. J'ai regardé la maison, les fenêtres éclairées, mon salon, ma cuisine, ma vie, et j'ai pensé à Dimitri, à l'enfant qu'il avait été, à l'homme qu'il était devenu. Comment en était-on arrivé là? Quand est-ce que tout avait basculé? J'ai essayé de me souvenir, de trouver le moment exact où mon fils avait cessé d'être mon fils. Peut-être quand il avait quitté la maison pour Lyon, peut-être quand Pierre était mort, peut-être même avant. Peut-être que les signes avaient toujours été là et que je n'avais jamais voulu les voir. Parce que c'est ça, être parent. On veut croire en nos enfants. On veut croire qu'ils sont bons. On veut croire qu'ils nous aiment. Même quand tout prouve le contraire. J'ai tourné l'alliance de Pierre. Tu l'avais vu, toi. Tu avais vu ce qu'il était devenu. C'est pour ça que tu as engagé Maître Moreau. C'est pour ça que tu m'as protégée. Même après ta mort, une larme a coulé sur ma joue. Merci, mon amour. Merci d'avoir été plus fort que moi. Je suis rentrée. J'ai verrouillé la porte. J'ai fermé tous les volets. J'ai vérifié toutes les fenêtres. Et avant de me coucher, j'ai caché les documents que Dimitri voulait que je signe. Je les ai mis dans une boîte, au fond de mon armoire, derrière mes robes d'hiver. Personne ne les trouverait. Personne. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné. Numéro masqué. J'ai hésité. Puis, j'ai décroché. Allô? Bonjour, Madame Beaulieu? Une voix de femme, douce, professionnelle. Je vous appelle du cabinet du docteur Tessier. Nous n'avons pas reçu votre confirmation pour votre rendez-vous du 4 janvier. Le psychiatre, celui que Dimitri avait choisi.
Je ne viendrai pas. Madame, je me permets de vous rappeler que cette évaluation a été demandée dans votre intérêt. Votre famille s'inquiète pour vous. Ma famille veut me faire interner. Ce n'est pas la même chose. Silence. Madame, si vous ne venez pas, le docteur Tessier sera dans l'obligation de rédiger un rapport basé sur les éléments fournis par votre fils. Qu'il le fasse. J'ai mon propre rapport médical, rédigé par un psychiatre indépendant, et il atteste que je suis en parfaite santé mentale. Je vois. La femme semblait déstabilisée. Dans ce cas, je transmettrai l'information au docteur Tessier. Bonne journée, madame. Elle a raccroché. J'ai souri. Pour la première fois depuis des jours, j'ai souri. Parce que je venais de gagner une petite bataille. Pas la guerre, mais une bataille. Et ça me donnait de l'espoir. L'après-midi, j'ai reçu un autre appel. Cette fois, c'était Isabelle, la femme de Dimitri. Colette, c'est Isabelle. Sa voix était différente, moins assurée, presque nerveuse. Oui, écoute, je sais que les choses sont compliquées en ce moment, mais je voulais te parler, en privé, sans Dimitri. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a des malentendus, et je voudrais qu'on les éclaircisse. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? Des malentendus. Elle osait appeler ça des malentendus. Isabelle, tu sais très bien ce qui se passe. Tu étais là, le soir de Noël. Tu attendais que je mange le dessert. Je ne sais pas de quoi tu parles. Si, tu sais. Silence. Puis, dans un souffle, Colette, s'il te plaît, Dimitri il est sous pression. Il a des dettes. Il a fait des mauvais investissements. Et il veut prendre mon argent pour les rembourser. Ce n'est pas comme ça. C'est exactement comme ça. Colette, non, Isabelle. Je ne veux plus entendre d'excuses. Je ne veux plus entendre de mensonges. Dimitri a essayé de me faire interner. Il est entré chez moi. Il a fouillé mes affaires. Il veut que je lui donne tout. Et toi, tu l'aides. Au revoir, Isabelle. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient, mais c'était une bonne tremblement. Un tremblement de colère, de force. Pour la première fois, je n'avais pas eu peur. Pour la première fois, j'avais dit non. Le soir, je me suis préparé un repas. Simple, une soupe, du pain, du fromage. Je me suis assise à table, seule, comme tous les soirs depuis la mort de Pierre. Mais ce soir-là, c'était différent. Ce soir-là, je n'étais pas seule par tristesse. J'étais seule par choix. J'ai mangé lentement, en regardant par la fenêtre, les lumières de Paris au loin, et j'ai pensé à tout ce que Maître Moreau m'avait dit. Il va faire un faux pas. Dimitri allait faire un faux pas. Ils font toujours un faux pas. Je devais juste attendre et être prête. J'ai tourné l'alliance de Pierre une dernière fois ce soir-là. Je vais me battre, mon amour. Pour toi, pour nous, pour notre maison. Je ne le laisserai pas gagner. Dehors, la nuit était tombée. Et quelque part dans Paris, Dimitri préparait son prochain coup. Mais moi aussi, je me préparais. Parce que maintenant, je savais qui il était vraiment. Et je n'avais plus peur de le voir en face. Janvier avançait, lentement, froidement. Paris était gris, le ciel bas, la pluie fine qui ne s'arrêtait jamais vraiment, les rues luisantes, les gens pressés sous leurs parapluies. Moi, je restais chez moi, le plus possible. Maître Moreau m'avait conseillé de limiter mes sorties, de ne pas me mettre en situation de vulnérabilité. Dimitri était imprévisible maintenant. Il avait échoué plusieurs fois, et les gens qui échouent deviennent dangereux. Mais je ne pouvais pas rester enfermée indéfiniment. La vie continuait. J'avais besoin de faire mes courses, de voir mon médecin pour mon traitement contre l'hypertension, de sortir, tout simplement, pour ne pas devenir folle, vraiment folle cette fois. Alors je sortais, mais prudemment, toujours en journée, toujours dans des endroits fréquentés, et je regardais constamment derrière moi. Un matin, j'ai reçu un courrier de ma banque, une lettre officielle, avec le logo de la Banque de France. Madame Beaulieu, nous avons reçu une demande de votre fils, Monsieur Dimitri Beaulieu, concernant l'accès à vos comptes bancaires. Il se présente comme mandataire et tuteur légal. Conformément aux procédures, nous vous informons que nous avons suspendu temporairement cette demande en attendant votre confirmation écrite. Veuillez nous contacter dans les plus brefs délais. Mon cœur s'est arrêté. Il avait essayé d'accéder à mes comptes, sans me le dire, sans mon autorisation, comme si j'étais déjà morte ou déjà internée. J'ai appelé la banque immédiatement. « Bonjour, je suis Colette Beaulieu. J'ai reçu une lettre concernant une demande d'accès à mes comptes. »« Ah oui, Madame Beaulieu. Un instant, je vous passe le directeur. » Le directeur, Monsieur Garnier. Un homme que je connaissais depuis 30 ans, depuis l'époque où Pierre et moi avions ouvert notre premier compte commun.
Colette, c'est vous? Oui, Robert, c'est moi. Mon Dieu, Colette. J'ai été très surpris par cette demande de votre fils. Je ne savais pas que vous aviez des problèmes de santé. Je n'en ai pas? Silence. Pardon? Je n'ai aucun problème de santé. Mon fils a menti. Mais il a présenté des documents, une demande de mise sous tutelle, un certificat médical, un faux certificat, Robert. Tout est faux. J'ai mon propre rapport médical, rédigé par un psychiatre indépendant. Je suis en parfaite santé mentale. J'entendais sa respiration de l'autre côté. Colette, c'est très grave ce que vous me dites. Je sais, c'est pour ça que je vous appelle. Je veux que vous bloquiez tout accès à mes comptes. Personne d'autre que moi ne doit pouvoir y toucher. Personne, même pas Dimitri. Surtout pas Dimitri. D'accord, je vais faire ça immédiatement. Et Colette, je vais noter dans votre dossier que toute demande concernant vos comptes doit obligatoirement passer par vous, en personne, avec une pièce d'identité. Merci Robert, merci infiniment. Colette, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je sais. Merci. J'ai raccroché. J'ai regardé la lettre encore une fois. Mandataire, tuteur légal. Dimitri essayait de prendre le contrôle légal de ma vie, comme si je n'existais plus, comme si j'étais déjà une coquille vide. J'ai tourné l'alliance de pierre entre mes doigts. Il ne s'arrêtera pas, n'est-ce pas? Non, il ne s'arrêterait pas. 2 jours plus tard, quelque chose d'étrange est arrivé. J'étais au supermarché. Je faisais mes courses tranquillement. Du lait, du pain, des légumes. À la caisse, j'ai sorti ma carte bancaire pour payer. La machine a fait un bruit. Refusé. Essayez à nouveau, madame. J'ai réessayé. Refusé. Il y a peut-être un problème avec votre carte. Vous avez une autre carte? Non, Mon cœur battait trop fort. Attendez, je vais appeler la banque. La caissière a appelé. Elle a parlé à voix basse. Puis elle m'a regardé avec un air gêné. Madame, on me dit que votre compte a été bloqué. Bloqué? Mais j'ai appelé il y a 2 jours. On m'a dit que tout était en ordre. Je suis désolée, madame. Je ne peux rien faire. Les gens derrière moi commençaient à s'impatienter. Je sentais leurs regards, leurs murmures. Laissez, je vais revenir. J'ai laissé mes courses. Je suis sortie, les jambes tremblantes. Dans la rue, j'ai appelé la banque. Bonjour, je suis Colette Beaulieu. Mon compte a été bloqué et je... Un instant, madame. Une musique d'attente, trop longue. Puis une autre voix. Madame Beaulieu? Oui. Votre compte a été gelé suite à une ordonnance judiciaire. Une ordonnance? Quelle ordonnance? Je ne peux pas vous donner plus de détails. Vous devez contacter votre avocat. Elle a raccroché. J'étais debout sur le trottoir. Les gens passaient à côté de moi. Et moi, je ne pouvais plus bouger. Mon compte était bloqué. Mon argent à moi. Celui que Pierre et moi avions économisé pendant 40 ans. Dimitri avait réussi à le bloquer. J'ai appelé Maître Moreau en marchant vers chez moi. Il a bloqué mon compte. Quoi? Comment? Je ne sais pas. La banque parle d'une ordonnance judiciaire. Restez calme. Je m'en occupe. Je vais vérifier. Ne bougez pas. Je suis rentré chez moi. J'ai enlevé mon manteau. Mes mains tremblaient tellement que j'ai eu du mal à accrocher le cintre. Je me suis assise dans le salon et j'ai attendu. 1 heure, 2 heures. Enfin, Maître Moreau a rappelé. Colette, j'ai trouvé. Dimitri a déposé une requête d'urgence au tribunal. Il prétend que vous êtes en danger, que vous dépensez votre argent de manière irrationnelle, qu'il faut protéger votre patrimoine. Mais c'est faux, je n'ai rien dépensé. Je sais, mais il a présenté des faux documents, des relevés bancaires trafiqués, des achats que vous n'avez jamais faits. Comment il a pu? Il a probablement eu accès à vos informations bancaires, avant qu'on ne bloque tout. Et il a créé de fausses preuves. Je ne pouvais plus respirer. Qu'est-ce qu'on fait? On contre-attaque. Je vais déposer une demande de levée immédiate du blocage, avec votre rapport psychiatrique, avec tous les documents qui prouvent que c'est lui le manipulateur. Mais Colette, ça va prendre du temps. Quelques jours, peut-être 1 semaine. 1 semaine sans argent? Vous avez du liquide chez vous? Un peu. Peut-être 150 €. Ça devrait suffire. Faites attention. Économisez. Et surtout, ne signez rien. Il a raccroché. Je suis restée assise dans mon salon, sans argent, sans accès à mes propres comptes, prisonnière dans ma propre vie. Les jours suivants ont été les plus durs. Je comptais chaque euro, chaque centime, le pain, le lait, les légumes les moins chers. Moi qui avais toujours vécu simplement, mais dignement, je me retrouvais à calculer si je pouvais m'acheter un morceau de fromage, à 69 ans. Après avoir travaillé toute ma vie, après avoir économisé chaque mois avec Pierre, Dimitri m'avait réduite à ça, à compter mes pièces de monnaie pour acheter du pain. Un soir, je n'ai pas mangé. Pas parce que je n'avais pas faim,
mais parce que je voulais garder l'argent pour le lendemain, au cas où. Je me suis couché le ventre vide, et j'ai pleuré. J'ai pleuré de rage, de honte, de tristesse. Comment en étais-je arrivé là? Comment mon propre fils pouvait-il me faire ça? Une semaine après le blocage de mon compte, Maître Moreau m'a appelé. « Colette, bonne nouvelle. J'ai obtenu la levée du blocage. » J'ai fondu en larmes. « Vraiment? » « Oui. Le juge a examiné les documents, votre rapport psychiatrique, les preuves que j'ai présentées. Il a jugé que la demande de Dimitri était abusive. Votre compte sera débloqué dès demain. Merci. Merci. Mais Colette, le juge a aussi autre chose. Il a ordonné une enquête sur Dimitri, sur ses actes, sur les faux documents. Une enquête? Oui. Si on prouve qu'il a falsifié des documents officiels, il risque des poursuites pénales. Des poursuites pénales. Contre mon fils. J'aurais dû être soulagée. Mais j'étais juste vide. Le lendemain, je suis allée à la banque. Robert Garnier m'attendait. Il m'a accueilli dans son bureau. Il m'a servi un café. « Colette, je suis désolée pour tout ça. Ce n'est pas votre faute. J'aurais dû vérifier plus attentivement. J'aurais dû vous appeler directement. Vous l'avez fait. Vous m'avez envoyé une lettre. Vous avez fait ce qu'il fallait. » Il a hoché la tête. « Votre compte est débloqué. Tout est en ordre. Et j'ai ajouté une double sécurité. Plus personne ne pourra essayer quoi que ce soit sans que vous soyez présente physiquement. » Merci, Robert. Il m'a regardé avec tristesse. « Colette, je connaissais Dimitri petit. Je me souviens quand vous veniez avec Pierre et lui. C'était un gentil garçon. Qu'est-ce qui s'est passé? » « Je ne sais pas, Robert. Je ne sais vraiment pas. En rentrant chez moi, je me suis arrêtée devant une boulangerie. J'ai acheté une tarte aux pommes. Pas parce que j'en avais besoin, mais parce que je le pouvais. Parce que c'était mon argent, ma vie, ma liberté. À la maison, je me suis fait du thé. J'ai coupé une part de tarte. Je me suis assise à table et j'ai mangé, lentement, en savourant chaque bouchée. C'était ridicule peut-être, mais dans ce moment-là, cette tarte aux pommes était une victoire. Une petite victoire contre Dimitri, contre tout ce qu'il avait essayé de me prendre. Le soir même, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai hésité. Puis, j'ai décroché. « Allô? Madame Beaulieu ?» Une voix d'homme. Jeune, nerveuse. « Oui, je m'appelle Thomas. Thomas Mercier. J'étais l'assistant de votre fils, l'assistant de Dimitri. Que voulez-vous? Je dois vous parler. C'est important. C'est à propos de ce que Dimitri fait, de ce qu'il prépare. » Mon cœur s'est accéléré. Qu'est-ce qu'il prépare? Je ne peux pas en parler au téléphone, mais je peux vous rencontrer. Demain, si vous acceptez. Pourquoi vous me dites ça? Pourquoi vous le trahissez? Parce que ce qu'il fait n'est pas juste. Parce que j'ai une mère, moi aussi, et je ne supporterai pas qu'on lui fasse ça. J'ai fermé les yeux. D'accord. Où? Il y a un café, le café des Deux Moulins, à Montmartre. Vous connaissez? Oui. Demain, 15 heures, je serai à une table au fond. Je porterai une écharpe bleue. D'accord. Madame Beaulieu, ne le dites à personne, surtout pas à Dimitri. S'il sait que je vous parle, je ne dirai rien. Il a raccroché. Je suis restée là, le téléphone à la main. L'assistant de Dimitri voulait me parler. Il savait quelque chose d'important, quelque chose que je devais savoir. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je pensais à ce rendez-vous, à ce que Thomas allait me révéler, à ce que Dimitri préparait encore. J'ai tourné l'alliance de Pierre toute la nuit. Pierre, guide-moi. Dis-moi si je dois y aller. Dis-moi si c'est la bonne chose à faire. Le silence. Juste le tic-tac de l'horloge dans le salon. Mais au fond de moi, je savais. Je devais y aller. Je devais savoir. Même si ça faisait mal. Même si la vérité était pire que ce que j'imaginais. Parce qu'on ne peut pas se battre contre ce qu'on ne connaît pas. Et moi, je voulais me battre. Pour Pierre. Pour moi. Pour la vie que nous avions construite ensemble. Le lendemain, je me suis préparée avec soin. Un manteau gris, une écharpe, des gants. J'ai pris le métro jusqu'à Montmartre. En sortant de la station Blanche, j'ai senti le froid mordant de janvier. Le vent soufflait fort. Les rues étaient presque vides. Le café des Deux Moulins était là, au coin de la rue Le Pic. Un petit café chaleureux, avec des lumières dorées, des tables en bois, l'odeur du café et des croissants. Je suis entrée. Il était là, au fond, une écharpe bleue. 25 ans peut-être, cheveux bruns, lunettes, l'air inquiet. Il m'a vu, il a hoché la tête. Je me suis approchée. Je me suis assise en face de lui. « Madame Beaulieu? Oui, merci d'être venue. Je ne savais pas si vous alliez venir. Je suis là. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous savez ?» Il a regardé autour de lui, comme pour vérifier que personne n'écoutait.
Puis il a sorti une enveloppe de son sac. Voilà, tout est là-dedans. J'ai pris l'enveloppe. Elle était épaisse. Qu'est-ce que c'est? Des documents, des emails, des relevés bancaires, des preuves. Des preuves de quoi? Il a baissé la voix. Dimitri a des dettes. Énormes. Plus d'1 million d'euros. J'ai cru que j'allais m'évanouir. 1 million. Il a investi dans une entreprise qui a fait faillite. Il a perdu tout son argent. Et maintenant, il doit rembourser. Les créanciers le poursuivent. Il risque la saisie, la ruine. Alors il veut prendre mon argent. Oui, votre maison, vos économies, tout. C'est sa seule solution. Les larmes sont montées. Mais il aurait pu me demander. Il aurait pu m'expliquer. Je l'aurais aidé. Thomas a secoué la tête. Non, madame, vous ne comprenez pas. Ce n'est pas assez. Même si vous lui donniez tout, ça ne suffirait pas. Alors il a décidé de... Il s'est arrêté. De quoi? De vous faire disparaître. Légalement. De vous faire interner. De prendre le contrôle total. Et ensuite, il a avalé sa salive. De vendre la maison. De vider vos comptes. Et de... Il n'a pas fini. Mais j'ai compris. Dimitri ne voulait pas juste mon argent. Il voulait que je disparaisse. Complètement. Je suis sortie du café avec l'enveloppe serrée contre ma poitrine. Je marchais dans les rues de Montmartre sans voir où j'allais. Les gens, les voitures, les lumières, tout était flou. Mon fils, mon Dimitri, voulait me faire disparaître. Je suis rentrée chez moi dans un état second. Le métro, les escaliers, les rues, tout passait devant mes yeux sans que je le voie vraiment. J'avais l'enveloppe de Thomas serrée contre moi, comme si elle contenait une bombe. Et c'était le cas, en quelque sorte. Une bombe qui allait faire exploser ce qui restait de l'image que j'avais de mon fils. À la maison, j'ai verrouillé la porte, j'ai fermé les volets, j'ai allumé la lampe du salon, et je me suis assise, l'enveloppe devant moi sur la table basse. J'ai regardé cette enveloppe longtemps, très longtemps. Une partie de moi ne voulait pas l'ouvrir, ne voulait pas savoir, voulait rester dans l'ignorance, dans le doute. Mais une autre partie, la partie que Pierre avait aimée, la partie forte, savait que je devais regarder, que je devais voir, que je devais savoir exactement à qui j'avais affaire. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait des dizaines de documents, des relevés bancaires, des contrats, des emails imprimés, des lettres de mise en demeure. J'ai commencé à lire. Le premier document était un relevé du compte professionnel de Dimitri. Les chiffres étaient effroyables. Solde, 847 000 euros, moins 847 000 euros. Mon Dieu, j'ai continué. Un contrat d'investissement. Dimitri avait investi dans une start-up technologique, une entreprise qui promettait des rendements extraordinaires. Il avait mis tout son argent et emprunté encore plus. L'entreprise avait fait faillite 6 mois plus tard. Dimitri avait tout perdu. Pire encore, il avait contracté des prêts personnels, auprès de banques, auprès de sociétés de crédit. Et mon sang s'est glacé en lisant auprès de prêteurs privés. Des prêteurs qui ne rigolaient pas avec les remboursements, des lettres de menaces, des ultimatums, des délais qui arrivaient à échéance. Monsieur Beaulieu, nous vous informons que sans règlement immédiat de la somme de 320 000 euros avant le 15 février, nous serons contraints d'engager des poursuites et des mesures de saisie. Le 15 février. Dans 3 semaines. J'ai continué à lire. Les mains tremblantes. Des emails. Entre Dimitri et Isabelle. Isabelle, je n'ai plus le choix. Il faut qu'on agisse maintenant. Ma mère a plus d'1 million en épargne, plus la maison qui vaut au moins 600 000. C'est notre seule solution. Mais Dimitri, c'est ta mère, je sais, mais c'est elle ou nous. Tu veux qu'on perde tout? Qu'on soit à la rue avec les enfants? Non. Mais comment? J'ai un plan. On va la faire déclarer inapte. Ça prendra quelques semaines, peut-être 1 mois. Et après, je serai tuteur légal. Je pourrai tout gérer. Et si elle refuse? Elle ne pourra pas refuser. Une fois qu'elle sera internée, elle n'aura plus son mot à dire. J'ai dû arrêter de lire. Les larmes coulaient tellement que je ne voyais plus les mots. Mon fils, mon Dimitri, parlait de moi comme d'un obstacle à éliminer, comme d'une chose, pas comme d'une mère, pas comme d'un être humain, comme d'une solution financière. J'ai tourné l'alliance de Pierre entre mes doigts. Pierre, tu avais vu juste, tu savais? Depuis le début, j'ai essuyé mes larmes. J'ai continué à lire. Un autre email, plus récent, daté du 20 décembre. Thomas, j'ai besoin que tu m'aides. Il faut que je récupère des informations sur les comptes de ma mère. Accède au système de la banque, discrètement. Dimitri, c'est illégal. Je ne peux pas faire ça. Tu peux, et tu vas le faire. Sinon, tu peux chercher un autre emploi. Mais
Pas de mais, fais-le. Alors c'était ça. Thomas avait accédé à mes comptes, sur ordre de Dimitri. Et c'est comme ça que Dimitri avait pu créer les faux relevés bancaires, les fausses preuves de dépenses irrationnelles. Tout était calculé, tout était prémédité. Le dernier document était le plus glaçant. Un email entre Dimitri et quelqu'un dont le nom était masqué. Juste une adresse, consultant.privé.2024@protonmail.com. J'ai besoin d'un certificat médical, psychiatrique, attestant que ma mère souffre de démence sénile sévère. Combien? 5 000 €. Paiement en liquide. Document prêt sous 48 heures. Parfait. Dimitri avait acheté un faux certificat médical pour me faire passer pour folle. 5 000 €. C'était le prix de ma liberté, de ma dignité, de ma vie. J'ai refermé l'enveloppe. Je suis restée assise dans mon salon, immobile. Le silence autour de moi était total. Juste le tic-tac de l'horloge et ma respiration, trop rapide. Comment est-ce qu'on survit à ça? Comment est-ce qu'on continue à vivre en sachant que son propre enfant, l'enfant qu'on a porté, qu'on a nourri, qu'on a aimé, est capable de ça, de mensonges, de manipulation, de trahison absolue? Je ne pleurais plus. J'étais au-delà des larmes. J'étais dans un endroit vide, un endroit où il n'y avait plus de douleur, juste une clarté froide, une lucidité absolue. Le téléphone a sonné. Maître Moreau. J'ai décroché. Colette, vous allez bien? Oui. J'ai des documents, des preuves, contre Dimitri. Quelles preuves? Tout. Ses dettes, les emails, le faux certificat médical, tout. Mon Dieu, comment vous avez obtenu ça? Son ancien assistant, Thomas, il me les a donnés. Colette, c'est énorme. Avec ça, on peut porter plainte, pour tentative d'escroquerie, pour faux et usage de faux, pour abus de confiance. Je veux le faire. Ma voix était calme, trop calme. Vous êtes sûre? Colette, c'est votre fils. Si vous portez plainte, il risque la prison. Je sais. Silence. D'accord. Apportez-moi les documents demain. On va préparer la plainte. Merci. Colette, je suis désolée. Désolée que vous ayez à vivre ça. Moi aussi. J'ai raccroché. Cette nuit-là, je ne suis pas allée me coucher. Je suis descendue au jardin. Il faisait froid. Un froid sec. Le ciel était clair. Les étoiles brillaient. Je me suis assise sous le cerisier. L'arbre que Pierre et Dimitri avaient planté ensemble. Il y a tant d'années. Quand Dimitri était encore un enfant, quand il souriait, quand il nous aimait, j'ai posé ma main sur le tronc. Pierre, qu'est-ce qu'on a raté? Où est-ce qu'on s'est trompé? Le vent soufflait doucement dans les branches nues. On l'a trop aimé? Pas assez? On lui a trop donné? Pas assez? Pas de réponse. Juste le silence de la nuit. Tu sais, pendant des années, j'ai cru que c'était ma faute. Que si Dimitri s'éloignait, c'était parce que je n'étais pas assez quelque chose, pas assez présente, pas assez aimante, pas assez... Ma voix s'est brisée. Mais ce n'était pas moi, c'était lui. C'est lui qui a choisi, lui qui a menti, lui qui a trahi. J'ai regardé les étoiles. Je vais porter plainte, Pierre. Je vais faire ce que tu aurais voulu que je fasse. Je vais me protéger, même si ça signifie que je perds mon fils pour toujours. Une larme a coulé sur ma joue. Parce qu'au fond, je l'ai déjà perdu, il y a longtemps. Je ne voulais juste pas le voir. Le lendemain matin, je me suis habillée avec soin. Un tailleur noir, celui que je portais pour les occasions importantes. J'ai mis du rouge à lèvres, j'ai attaché mes cheveux, et j'ai pris l'enveloppe. Avant de partir, je me suis regardée dans le miroir de l'entrée. Cette femme qui me regardait, elle avait changé. Ce n'était plus la Colette d'avant Noël. La Colette qui attendait que son fils l'appelle. La Colette qui cherchait des excuses. La Colette qui se sentait coupable. Non, cette femme dans le miroir était quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus fort, quelqu'un de plus dur, quelqu'un qui savait ce qu'elle devait faire. J'ai touché l'alliance de Pierre à mon doigt. Allons-y. Au cabinet de Maître Moreau, j'ai déposé tous les documents sur son bureau. Il les a regardés un par un. Son visage devenait de plus en plus grave. Mon Dieu, Colette, c'est pire que ce que j'imaginais. Je sais. Avec ça, on a tout ce qu'il faut. On peut prouver la préméditation, la falsification de documents, l'abus de confiance, tout. Alors faisons-le. Il m'a regardé. Vous êtes vraiment sûr? Une fois que la plainte est déposée, il n'y a plus de retour en arrière. Il n'y a déjà plus de retour en arrière, Maître Moreau. Mon fils a essayé de me détruire. Il n'y a plus rien à sauver. Il a hoché la tête. D'accord, je vais préparer la plainte aujourd'hui. Demain, nous irons au commissariat ensemble pour la déposer officiellement. Merci. Colette, je veux que vous sachiez quelque chose. Ce que vous faites, c'est courageux. Beaucoup de gens dans votre situation ne pourraient pas le faire.
Je ne me sens pas courageuse. Je me sens juste fatiguée. Je sais. Mais vous êtes courageuse quand même. En sortant du cabinet, j'ai reçu un appel. Dimitri. Mon cœur s'est arrêté. J'ai hésité. Puis j'ai décroché. Allô? Maman. Sa voix était différente. Douce, presque suppliante. Maman, il faut qu'on parle. On n'a rien à se dire, Dimitri. S'il te plaît, écoute-moi, juste 5 minutes. Non. Maman, je sais que tu es en colère. Je sais que les choses ont mal tourné. Mais je veux qu'on arrange ça. En famille. En famille. Le mot était obscène dans sa bouche. Tu as détruit notre famille, Dimitri. Il n'y a plus rien à arranger. Maman, je t'en supplie, tu m'as menti. Tu as essayé de me faire interner. Tu as bloqué mes comptes. Tu as falsifié des documents. Tu as tout fait pour me détruire. Et maintenant, tu veux qu'on arrange ça? Silence. Puis, d'une voix plus dure, qui t'a raconté tout ça? Quelqu'un qui a encore une conscience, contrairement à toi. Thomas, c'est Thomas, n'est-ce pas? Ce petit traître, ne l'insulte pas. Il a fait ce qui était juste. Juste? Tu ne comprends pas, maman. Tu ne comprends pas la situation dans laquelle je suis. J'ai des dettes, des gens qui me menacent. J'avais besoin de me voler, de me faire enfermer. C'était ta solution? Je n'avais pas le choix. On a toujours le choix, Dimitri. Toujours. Tu aurais pu me parler, me demander de l'aide, mais tu as choisi la trahison. Tu ne m'aurais pas aidé. Tu es trop quoi? Trop attaché à ton argent, à ta maison, à tes souvenirs. J'ai fermé les yeux. Cet argent, Dimitri, ton père et moi, on l'a économisé toute notre vie. Cette maison, on l'a achetée avec nos rêves. Ces souvenirs, c'est tout ce qui me reste de lui. Et toi, tu voulais tout prendre, sans même me demander. Parce que tu aurais dit non, peut-être, ou peut-être que j'aurais dit oui. On ne le saura jamais, parce que tu ne m'as jamais donné cette chance. Silence. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Ce que je dois faire. Maman, si tu portes plainte, tu iras en prison. Oui, je sais, tu ne peux pas faire ça. Je suis ton fils. Tu étais mon fils. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient. Mais j'avais fait ce que je devais faire. Le soir, je suis rentrée chez moi. J'ai préparé du thé. Je me suis assise dans le salon. Et j'ai regardé les photos. Sur la commode. Sur les murs. Partout. Des photos de Dimitri enfant. Dimitri qui souriait. Dimitri dans les bras de Pierre. Dimitri sous le cerisier. Ces photos, elles racontaient une histoire. Une belle histoire. Mais cette histoire était terminée. Elle s'était terminée il y a longtemps, sans que je m'en rende compte, ou peut-être que je m'en étais rendu compte, mais que je n'avais pas voulu le voir. J'ai pris une photo, celle de nous 3 devant le cerisier, le jour où nous l'avions planté. Pierre, Dimitri, moi, une famille. J'ai caressé le visage de Pierre sur la photo. Tu me manques, plus que jamais. Puis j'ai regardé Dimitri, cet enfant de 8 ans, avec ses mains pleines de terre, son sourire lumineux. Où est-ce que tu es parti? Où est passé cet enfant? Je ne pleurais plus. J'étais juste, vide, et en même temps, pleine d'une étrange paix. Parce que j'avais fait mon choix. J'avais choisi la vérité. J'avais choisi la dignité. J'avais choisi de me protéger. Même si ça faisait mal. Même si ça voulait dire perdre mon fils pour toujours. Cette nuit-là, j'ai dormi. Pour la première fois depuis des semaines. J'ai dormi profondément. Sans cauchemar. Sans peur. Parce que je savais ce que j'allais faire. Et j'étais prête. Le 3 février au matin, je me suis réveillée avec le soleil. Un rayon de lumière filtrait entre les volets. Pâle, hivernal, mais lumineux quand même. Je suis restée allongée un moment, regardant ce rayon danser sur le mur. Aujourd'hui, j'allais porter plainte contre mon fils. Aujourd'hui, j'allais franchir une ligne qu'on ne peut pas retraverser. Aujourd'hui, j'allais perdre Dimitri, définitivement. Mais je l'avais déjà perdu, n'est-ce pas? Il y a longtemps, peut-être même avant que je m'en rende compte. Je me suis levée, je me suis douchée, j'ai mis le même tailleur noir que la veille. Dans la cuisine, j'ai préparé du café. Une seule tasse, comme tous les matins depuis la mort de Pierre. J'ai bu mon café debout devant la fenêtre, regardant le jardin. Le cerisier était toujours là, immobile, fort. Merci Pierre, pour cet arbre, pour tout ce que tu m'as donné, pour m'avoir appris à être forte. J'ai posé ma tasse, j'ai pris mon sac, j'ai vérifié que l'enveloppe avec tous les documents était bien là. Et avant de sortir, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis longtemps. Je suis montée dans la chambre de Dimitri, sa chambre d'enfant, celle qu'il occupait avant de partir à Lyon. Je ne l'avais pas changée, comme si j'attendais qu'il revienne. Les posters sur les murs, le lit une place, le bureau avec ses livres d'école. Tout était resté intact.
un sanctuaire pour un enfant qui n'existait plus. Je me suis assise sur le lit. J'ai regardé autour de moi. Cette chambre contenait tant de souvenirs. Les nuits où il avait des cauchemars et où je venais m'allonger près de lui. Les matins où je le réveillais pour l'école en lui chantant des chansons. Les après-midi où il faisait ses devoirs pendant que je préparais le dîner. Tout ça était réel. Ça avait existé. Dimitri avait été cet enfant. Doux, aimant, présent. Mais les gens changent. Parfois, ils deviennent meilleurs. Parfois, ils deviennent pires. Et parfois, ils deviennent des étrangers. J'ai ouvert le tiroir de sa table de nuit. À l'intérieur, il y avait des vieilles cartes que je lui avais écrites. Pour ses anniversaires, pour Noël, pour rien du tout. J'en ai pris une, au hasard. Mon Dimitri chéri, aujourd'hui, tu as 10 ans. 10 ans déjà. Je me souviens du jour de ta naissance, comme si c'était hier. Tu étais si petit, si parfait. Papa et moi sommes tellement fiers de toi. Tu es intelligent, tu es gentil, tu es notre plus grande fierté. Nous t'aimons plus que tout au monde. Maman. J'ai refermé la carte. Les larmes coulaient. Cette maman-là, elle ne savait pas. Elle ne savait pas ce qui allait arriver. Elle ne savait pas que cet enfant qu'elle aimait tant allait essayer de la détruire un jour. Elle vivait dans l'innocence, dans la joie, dans l'amour. J'ai remis la carte dans le tiroir. Au revoir, Dimitri. Au revoir, mon petit garçon. Je suis sortie de la chambre, j'ai fermé la porte derrière moi, et j'ai su que je ne la rouvrirais plus. Maître Moreau m'attendait devant le commissariat du 15e arrondissement. Un grand bâtiment gris, austère, froid. Il m'a vu arriver. Il s'est approché. « Colette, vous allez bien ? Aussi bien que possible. Vous avez les documents ? Oui, tout est là. Parfait. Alors, on y va. » Nous sommes entrés. L'intérieur était impersonnel. Des néons blancs, des murs beiges, des affiches sur la prévention routière et les violences conjugales. Maître Moreau s'est présenté à l'accueil. « Bonjour, nous venons déposer une plainte. » « Quel type de plainte ? Tentative d'escroquerie, faux et usage de faux, abus de confiance. » La femme derrière le comptoir a levé les yeux. « D'accord, suivez-moi. » On nous a conduits dans une petite salle, une table, 4 chaises, rien d'autre. Un officier de police est arrivé quelques minutes plus tard. Capitaine Durand, la cinquantaine, cheveux gris, regard fatigué mais attentif. « Bonjour, Madame Beaulieu, c'est bien ça ? Oui. Alors, racontez-moi. » Et j'ai raconté. Tout, depuis le début. Le dîner de Noël, le message mystérieux, l'ambulance, l'avocat de Pierre, les mensonges de Dimitri, l'argent prêté jamais remboursé, la tentative d'internement, le blocage de mes comptes, l'intrusion chez moi, les documents de Thomas, tout. Le capitaine Durand écoutait. Il prenait des notes. Il ne m'interrompait pas. Maître Moreau sortait les documents un par un, les posait sur la table. Les relevés bancaires de Dimitri, les emails, le faux certificat médical, les lettres de menaces des créanciers, tout. Quand j'ai terminé, le capitaine Durand a relu ses notes. Puis, il m'a regardé. « Madame Beaulieu, c'est votre fils. Vous en êtes consciente ? » « Oui. Une fois que cette plainte est déposée, il y aura une enquête. Si les faits sont avérés, et au vu des documents que vous présentez, ils le sont, votre fils risque des poursuites pénales. Il risque la prison. Je sais. Et vous voulez quand même continuer ? J'ai tourné l'alliance de pierre entre mes doigts. Capitaine, j'ai 69 ans. J'ai travaillé toute ma vie. Mon mari et moi, on a économisé chaque mois pendant 40 ans pour avoir une vie décente, pour avoir une maison, pour être en sécurité. Mon fils a essayé de me prendre tout ça, pas en me demandant, pas en m'expliquant, mais en me mentant, en me manipulant, en essayant de me faire passer pour folle. Il voulait m'enfermer, il voulait prendre le contrôle de ma vie, il voulait que je disparaisse. Alors oui, je veux continuer. Parce que si je ne le fais pas, qui le fera ? Qui protégera les autres mères, les autres personnes âgées que leurs propres enfants essaient de détruire ? Ce n'est pas juste une affaire personnelle, capitaine. C'est une question de justice. Le capitaine Durand a hoché la tête. D'accord, Madame Beaulieu. Je vais enregistrer votre plainte et je vais transmettre le dossier au procureur. Merci. Il a tapé sur son ordinateur, longtemps. Puis il a imprimé plusieurs pages. Signé ici. Et ici. Et là. J'ai signé. À chaque signature, je sentais quelque chose se déchirer en moi. Mais je continuais. Parce que c'était juste. Parce que c'était nécessaire. Parce que je me devais ça. Quand nous sommes sortis du commissariat, il était presque midi. Le ciel s'était couvert. Il allait pleuvoir. Maître Moreau m'a raccompagné jusqu'à un café. « Venez, je vous offre un thé. » Nous nous sommes assis près de la fenêtre.
il a commandé, puis il m'a regardé. « Et Colette, vous avez été incroyable là-dedans. » « Je ne me sens pas incroyable. Je me sens vide. C'est normal. Ce que vous venez de faire, peu de gens en seraient capables. Peut-être, le thé est arrivé. Je l'ai bu lentement, en regardant les gens passer dans la rue. Des gens qui vivaient leur vie normale, qui ne savaient pas, qui ne portaient pas ce poids. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? L'enquête va commencer. La police va convoquer Dimitri. Elle va interroger Thomas. Elle va vérifier tous les documents. Ça va prendre quelques semaines, peut-être quelques mois. Et après, si les faits sont avérés, et ils le sont, le procureur va décider de poursuivre. Il y aura un procès. Un procès? Oui, vous devrez témoigner. Dimitri aussi. Ce sera difficile. Mais vous ne serez pas seul. Je serai là. Merci. Colette, est-ce que vous regrettez? J'ai réfléchi. Longuement. Non, je ne regrette pas. Ce que je regrette, c'est d'avoir élevé un homme capable de faire ça. Ce que je regrette, c'est de ne pas avoir vu plus tôt qui il était vraiment. Mais porter plainte? Non, je ne regrette pas. Il a souri tristement. Vous êtes une femme forte, Colette. Je suis juste une femme qui veut survivre. En rentrant chez moi, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Dimitri, debout devant ma porte. Il m'attendait. Mon cœur s'est arrêté. J'ai hésité. Faire demi-tour? Appeler la police? Mais non. Cette maison était la mienne. Je n'allais pas fuir. J'ai avancé. Il m'a vu. Il s'est redressé. Maman, Dimitri, qu'est-ce que tu fais là? Il fallait que je te parle. On n'a rien à se dire. S'il te plaît. 5 minutes. J'ai regardé autour de moi. Des voisins étaient là. Des gens passèrent dans la rue. J'étais en sécurité. 5 minutes. Pas une de plus. J'ai ouvert la porte. Nous sommes entrés. Je n'ai pas enlevé mon manteau. Je suis resté debout dans l'entrée. Alors, il me regardait. Et pour la première fois depuis longtemps, je voyais quelque chose dans ses yeux. De la peur. Maman, je sais que tu es allée au commissariat. Comment tu le sais? J'ai mes sources, bien sûr. Et alors, tu as vraiment porté plainte? Contre moi? Oui. Mais pourquoi? Je suis ton fils, justement. C'est pour ça que ça fait encore plus mal. Maman, écoute, je peux tout expliquer. Expliquer quoi? Que tu as des dettes? Je sais. Que tu as menti? Je sais. Que tu as essayé de me faire interner? Je sais ça aussi. Que tu as falsifié des documents? Je sais. Alors qu'est-ce qu'il y a à expliquer? J'étais désespérée. Je ne savais plus quoi faire. J'allais tout perdre. Alors tu as décidé de me détruire moi? Ce n'était pas... Je ne voulais pas te faire de mal. Menteur. Le mot est sorti comme un coup de fouet. Tu voulais exactement ça. Tu voulais m'enfermer. Tu voulais prendre tout mon argent. Tu voulais vendre cette maison. La maison que ton père et moi avons achetée. La maison où tu as grandi. J'avais besoin... Tu n'avais besoin de rien. Tu avais juste envie de l'argent facile, envie de régler tes problèmes sur mon dos, envie de me faire disparaître. Il a baissé la tête. Maman, s'il te plaît, retire ta plainte. Je t'en supplie. Si ça va au procès, je vais en prison. Oui, tu iras en prison, parce que tu as commis des crimes. Mais je suis ton fils. Tu étais mon fils. Il a levé les yeux. Des larmes coulaient sur ses joues. Mais je ne ressentais rien, ni pitié, ni compassion, ni amour. Juste du vide. Maman, je t'en supplie, pense aux enfants, pense à tes petits-enfants. Ils vont grandir en sachant que leur grand-mère a envoyé leur père en prison. Non, Dimitri, ils vont grandir en sachant que leur père a essayé de détruire leur grand-mère et qu'elle a eu le courage de se défendre. C'est la leçon qu'ils apprendront. Tu es cruel? Non, je suis juste. Il a serré les poings. Tu vas le regretter. C'est une menace? Non, c'est un avertissement. Tu ne sais pas de quoi je suis capable. J'ai souri, un sourire triste. Oh si, Dimitri, maintenant, je sais exactement de quoi tu es capable. C'est pour ça que je n'ai plus peur. Il m'a regardé, avec une expression que je ne lui avais jamais vue, de la haine. Mon fils me regardait avec de la haine. Sors de chez moi, Dimitri. Quoi? Sors, maintenant, et ne reviens jamais. Tu ne peux pas? Si, je peux. C'est ma maison. Et toi, tu n'es plus le bienvenu. Il est resté là, immobile, comme s'il ne comprenait pas. Puis, lentement, il s'est dirigé vers la porte. Avant de sortir, il s'est retourné. Tu vas mourir seul, tu sais, sans personne. Peut-être, mais je mourrai libre et digne. Il est parti. J'ai fermé la porte derrière lui. J'ai verrouillé et je me suis effondré contre le mur. Les sanglots sont venus, violents, incontrôlables. Je pleurais tout.
l'enfant que j'avais perdu, la famille que je n'avais plus, les rêves qui s'étaient brisés. Je pleurais Pierre, qui n'était pas là pour me tenir. Je pleurais, moi, cette femme de 69 ans qui venait de perdre son unique enfant. J'ai pleuré longtemps, très longtemps, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de larmes. Le soir, je suis descendue au jardin. Il avait plu, l'herbe était mouillée, l'air sentait la terre humide. Je me suis assise sous le cerisier, l'arbre que Pierre et Dimitri avaient replanté ensemble. J'ai posé ma main sur le tronc. Pierre, j'ai fait ce que tu aurais voulu que je fasse. J'ai choisi la dignité. J'ai choisi la vérité. Même si ça fait mal, même si j'ai perdu Dimitri. Le vent soufflait doucement dans les branches. Je ne sais pas si j'ai fait le bon choix. Je ne sais pas si un jour, je pourrai pardonner. À lui ou à moi. Mais aujourd'hui, j'ai fait ce qui était juste. J'ai regardé le ciel. Les nuages se dispersaient. On voyait quelques étoiles. Merci mon amour. Merci de m'avoir donné la force. Merci de m'avoir protégé. Même après ta mort. Je suis rentrée. J'ai préparé du thé. Je me suis assise dans le salon. Et j'ai regardé les photos. Toutes ces photos de Dimitri enfant. Demain, je les rangerai. Je les mettrai dans une boîte, au fond de l'armoire. Parce qu'on ne peut pas vivre avec des fantômes. On ne peut pas vivre dans le passé. Il faut avancer. Même quand ça fait mal. Même quand on a perdu tout ce qu'on aimait. Il faut avancer. Cette nuit-là, j'ai dormi d'un sommeil lourd, sans rêve, sans cauchemar, juste le vide. Et au réveil, j'ai su. J'avais franchi la ligne. J'avais fait mon choix. Maintenant, il fallait vivre avec, pour le meilleur ou pour le pire. Les semaines qui ont suivi ont été étranges, silencieuses, vides d'une certaine façon, mais aussi plus légères. Dimitri ne m'a plus contacté. Pas d'appel, pas de message, pas de lettre, rien. C'était comme s'il avait disparu, ou plutôt, comme si j'avais disparu pour lui. Et d'une certaine manière, c'était vrai. La mère qu'il connaissait, celle qui attendait ses appels, qui cherchait des excuses, qui se sentait coupable, cette mère-là n'existait plus. À sa place, il y avait juste moi, Colette, une femme de 69 ans qui avait choisi de survivre. L'enquête avançait. Maître Moreau me tenait informé. La police avait convoqué Dimitri. Il avait été interrogé pendant 4 heures. Il avait nié. Tout. Il avait dit que c'était un malentendu, que j'étais confuse, que j'avais mal interprété, que je perdais la tête. Mais les preuves étaient là. Les emails, les relevés bancaires, le faux certificat médical. Thomas avait été entendu comme témoin. Il avait tout confirmé, tout raconté. Comment Dimitri lui avait demandé d'accéder illégalement à mes comptes. Comment il l'avait menacé. Comment il avait orchestré tout le plan. Isabelle aussi avait été convoquée. Elle avait pleuré, apparemment. Elle avait dit qu'elle ne savait pas, qu'elle pensait que Dimitri voulait juste m'aider, qu'elle ne savait pas que c'était si grave. Mensonge, bien sûr. Elle savait. Elle avait toujours su. Mais elle avait choisi de fermer les yeux, par confort, par lâcheté, par complicité. Le procureur avait décidé de poursuivre. Il y aurait un procès. Dans quelques mois, peut-être en juin, peut-être en juillet. Il fallait attendre. Alors, j'attendais. Mars est arrivé. Avec lui, le printemps. Les jours rallongeaient. Le soleil brillait un peu plus fort. Les arbres commençaient à bourgeonner. Le cerisier aussi. Je le regardais depuis la fenêtre de ma chambre. Chaque matin, les petits bourgeons verts apparaissaient sur les branches. Timides, fragiles, mais vivants. Tu renais chaque année, toi. Même sans Pierre, même sans Dimitri. Tu continues. Et moi aussi, je devais continuer. Un matin, j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis longtemps. J'ai appelé une amie, Marguerite. Nous nous connaissions depuis 40 ans. Nous avions été collègues à l'école où j'enseignais. Puis, nous étions restés proches. Nos maris s'entendaient bien, nos familles se voyaient. Mais après la mort de Pierre, je m'étais éloignée. De tout le monde, y compris d'elle. Je ne voulais voir personne. Je ne voulais parler à personne. J'avais laissé la solitude m'avaler. Mais ce matin-là, j'ai composé son numéro. Elle a décroché à la 3e sonnerie. « Allô? Marguerite? C'est Colette. » Silence. Puis, « Colette? Mon Dieu, ça fait si longtemps. » Je sais, j'ai été occupée. Occupée? Colette, ça fait presque 2 ans qu'on ne s'est pas parlé. J'ai essayé de t'appeler, de passer chez toi. Mais tu ne répondais jamais. Je pensais que tu ne voulais plus me voir. Non, Marguerite, ce n'était pas toi, c'était moi. Je n'allais pas bien. Je sais, ma chérie. Perdre Pierre, ça a dû être terrible. Si seulement elle savait que ce n'était pas seulement Pierre. Marguerite, est-ce que tu es libre aujourd'hui? Pour un café?
Aujourd'hui? Bien sûr. Quand tu veux. Cet après-midi? Vers 15 heures? Au Café Léon? Parfait. J'y serai. Je suis arrivée en avance. J'ai choisi une table près de la fenêtre. J'ai commandé un thé. Et j'ai attendu. J'étais nerveuse. Ça faisait si longtemps que je n'avais pas vu quelqu'un. Vraiment, vu quelqu'un. Pas un avocat. Pas un policier. Pas un médecin. Juste une amie. Marguerite est arrivée à 15 heures pile. Elle portait un manteau rouge vif. Ses cheveux blancs étaient pas coupés courts. Elle avait toujours ce sourire lumineux. Quand elle m'a vue, son visage s'est éclairé. Colette, elle m'a serré dans ses bras. Fort, longtemps. Laisse-moi te regarder. Mon Dieu, tu as maigri. Un peu, oui. Tu es sûre que tu vas bien? Ça va, vraiment. Assieds-toi. Elle s'est assise. Elle a commandé un café. Puis elle m'a regardé. Vraiment regardé. Colette, qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai raconté. Tout. Depuis le début. Le dîner de Noël. L'ambulance. L'avocat. Dimitri. Tout. Marguerite écoutait. Sans m'interrompre. Ses yeux s'écarquillaient. Sa main se posait sur sa bouche. Quand j'ai terminé, elle avait les larmes aux yeux. Mon Dieu, Colette, je ne savais pas. Je suis tellement désolée. Ce n'est pas ta faute. Dimitri, j'ai du mal à croire qu'il ait pu faire ça. C'était un si gentil garçon. Il a changé. Ou peut-être qu'il a toujours été comme ça, et que nous ne voulions pas le voir. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un procès. Dans quelques mois. Tu vas devoir témoigner? Oui. Oh, Colette, elle a pris ma main. Tu n'es pas seule. Tu m'entends? Tu n'es pas seule. Je serai là, si tu as besoin de moi, pour quoi que ce soit. Les larmes sont montées. Merci, Marguerite. On est amis, non? Depuis toujours. Les vrais amis sont là dans les moments difficiles. Nous avons parlé pendant 2 heures. De tout, de rien. De nos vies, de nos souvenirs, de Pierre, de son mari, décédé lui aussi, il y a 3 ans. Pour la première fois depuis des mois, j'ai ri, vraiment ri, à une blague stupide qu'elle a racontée. Et ce rire, c'était comme une bouffée d'oxygène, comme un rappel que la vie continuait, que je pouvais encore être heureuse. Même après tout ce qui s'était passé. En rentrant chez moi ce soir-là, je me sentais différente, plus légère, comme si une partie du poids que je portais s'était envolée. J'avais partagé mon histoire, j'avais parlé, j'avais été entendue, et ça faisait du bien. À la maison, j'ai préparé un vrai repas. Pas juste une soupe, pas juste du pain, un vrai repas. Des légumes rôtis, du poisson, une salade. Je me suis assise à table, j'ai mis de la musique, du Mozart. Pierre adorait Mozart, et j'ai mangé. Lentement, en savourant chaque bouchée, en me disant que c'était ça, vivre, continuer, malgré tout, malgré la douleur, malgré la perte, continuer. Avril est arrivé. Les cerisiers de Paris fleurissaient, partout, dans les rues, dans les parcs, mon cerisier aussi. Un matin, je me suis réveillée et je l'ai vu, couvert de fleurs blanches, si beau, si délicat, si vivant. Je suis descendue au jardin, pieds nus dans l'herbe fraîche. Je me suis approchée de l'arbre. Les fleurs sentaient bon, doux, printanier. J'ai posé ma main sur le tronc. Merci, merci d'être toujours là. Merci de me rappeler que la vie continue. Le vent soufflait doucement. Les pétales dansaient dans l'air. Pierre, tu vois ça? Notre arbre. Il est magnifique. Comme tu l'avais dit, il est devenu fort. J'ai fermé les yeux. Dimitri n'est plus là pour le voir. Mais toi, tu es là, d'une certaine façon, dans cet arbre, dans cette maison, en moi. J'ai tourné l'alliance à mon doigt. Je crois que je commence à comprendre ce que tu voulais m'apprendre. La force, la dignité, l'importance de se protéger, même quand ça fait mal, surtout quand ça fait mal. Un pétale est tombé sur ma main. Je l'ai regardé. Si fragile, si éphémère, mais si beau. Je vais survivre, Pierre. Je te le promets. Je vais survivre à tout ça. En mai, Maître Moreau m'a appelé. Colette, j'ai des nouvelles. Bonnes ou mauvaises? Ça dépend du point de vue. Le procès est fixé. Le 15 juillet. Mon cœur s'est accéléré. Le 15 juillet. Oui, vous serez convoqués pour témoigner. Dimitri aussi. Thomas aussi. Isabelle aussi. Tout le monde. D'accord. Colette, vous vous sentez prête? Non, mais je ne crois pas qu'on soit jamais vraiment prêt pour ce genre de choses. C'est vrai, mais vous êtes forte. Vous allez y arriver. Et si le juge ne me croit pas? Et si Dimitri gagne? Il ne gagnera pas. Les preuves sont écrasantes. Il n'a aucune chance. Mais quand même, Colette, respirez. Ça va aller. Je serai là, avec vous, à chaque instant. Merci. Et Colette, il y a autre chose. Quoi?
Dimitri a essayé de négocier. Il veut éviter le procès. Il propose de tout rembourser, de s'excuser, de signer un accord pour ne plus jamais vous contacter. En échange, vous retireriez votre plainte. Mon cœur s'est arrêté. Il veut négocier? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est votre décision, Colette, mais je vais être honnête avec vous. Si vous retirez votre plainte, Dimitri s'en sortira, sans casier judiciaire, sans conséquences. Il pourra recommencer, avec quelqu'un d'autre, peut-être sa belle-mère, peut-être une autre personne vulnérable. Et si je refuse, il y aura un procès, il sera jugé. Et s'il est reconnu coupable, et il le sera, il ira en prison. Peut-être 2 ans, peut-être 3, et il aura un casier. Sa vie sera changée pour toujours. J'ai fermé les yeux. 2 chemins, l'un plus facile, sans procès, sans confrontation publique, juste un accord, une page tournée. L'autre plus dur, un procès, un témoignage public, mais aussi la justice. Colette, je refuse. Vous êtes sûre? Oui. S'il s'en sort maintenant, il recommencera. Avec quelqu'un d'autre. Je ne peux pas laisser ça arriver. Pas quand j'ai le pouvoir de l'arrêter. D'accord, je vais informer son avocat. Maître Moreau. Oui? Vous pensez que je fais le bon choix? Silence. Je pense que vous faites le choix juste. Et parfois, c'est plus important que de faire le choix facile. Juin est arrivé. Les fleurs du cerisier étaient tombées. À leur place, de petites cerises vertes commençaient à apparaître. J'ai pensé à cette image. Après la beauté des fleurs, le fruit, après la douleur peut-être, quelque chose de nouveau. Je ne savais pas encore quoi, mais quelque chose. Un soir, je regardais les informations à la télévision. Un reportage sur les violences économiques contre les personnes âgées, des chiffres, des témoignages, des histoires similaires à la mienne, des enfants qui profitaient de leurs parents, qui les manipulaient, qui les dépouillaient. C'était plus courant que je ne pensais, beaucoup plus. Et la plupart des victimes ne portaient jamais plainte, par honte, par peur, par amour, parce qu'on ne veut pas croire que son propre enfant peut nous faire du mal, mais parfois, ils le font. Et quand c'est le cas, il faut avoir le courage de dire non, de se protéger, de choisir la justice. Le 14 juillet au soir, je n'ai pas dormi. Demain, c'était le procès. J'ai passé la nuit debout, à marcher dans la maison, à regarder par la fenêtre. Marguerite m'avait proposé de venir dormir chez moi, pour me tenir compagnie, mais j'avais refusé. J'avais besoin d'être seule, de réfléchir, de me préparer. À l'aube, je suis descendue au jardin. Le cerisier était là, les cerises maintenant rouges, presque mûres. Je me suis assise sous l'arbre. Pierre, demain, je vais le faire. Je vais témoigner. Je vais dire la vérité, devant tout le monde. Le soleil se levait doucement. Le ciel passait du noir au bleu pâle. Je ne sais pas si Dimitri me regardera. Je ne sais pas s'il dira quelque chose. Mais moi, je serai là. Et je dirai tout. J'ai tourné l'alliance entre mes doigts. Pour toi, pour moi, pour toutes les personnes qui n'ont pas eu le courage de le faire. Un oiseau a chanté quelque part dans le jardin. Ça va être dur, ça va faire mal, mais je vais le faire, parce que c'est juste, parce que c'est nécessaire. Le soleil éclairait maintenant les cerises sur l'arbre. Elles brillaient comme des rubis. Et après, je pourrais enfin respirer. Je pourrais enfin être libre. À 7 heures du matin, je suis rentrée. Je me suis douchée. Je me suis habillée. Tailleur gris, chemisier blanc, chaussures plates, pas de bijoux, sauf l'alliance. Les 2 alliances, celle de Pierre et la mienne, ensemble, comme toujours. J'ai regardé mon reflet dans le miroir. Cette femme, elle avait changé. Elle était plus mince, plus fatiguée, plus âgée peut-être, mais aussi plus forte, plus déterminée, plus vivante. Tu es prête, Colette? Je ne savais pas. Mais de toute façon, il était trop tard pour reculer. Maître Moreau allait venir me chercher à 9 heures. Le procès commençait à 10 heures. Dans 3 heures, tout serait dit. Dans 3 heures, la vérité serait exposée. Dans 3 heures, justice serait faite. Ou pas. Mais au moins, j'aurais essayé. Au moins, j'aurais dit non. Au moins, j'aurais choisi la dignité. Le palais de justice de Paris. Je me tenais devant cet immense bâtiment, imposant, intimidant, des colonnes de pierre, des escaliers larges, des gens en toge noire qui entraient et sortaient. Maître Moreau était à côté de moi. « Colette, ça va? »« Oui, enfin, non, mais ça ira. Vous n'êtes pas obligé d'y aller, vous savez. Si c'est trop dur, on peut demander un report. Non, il faut que je le fasse. Aujourd'hui, maintenant. » Il a hoché la tête. « Alors allons-y. » Nous sommes entrés. À l'intérieur, c'était un labyrinthe. Des couloirs interminables. Des portes numérotées.
des gens partout, des avocats avec leurs dossiers, des familles qui attendaient, des policiers qui escortaient des prévenus. Nous avons monté des escaliers, traversé des couloirs, et puis, nous sommes arrivés. Salle 307. C'est ici. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait sortir de ma poitrine. Vous êtes prête? J'ai tourné l'alliance de pierre entre mes doigts. Oui, nous sommes entrés. La salle d'audience était plus petite que je ne l'imaginais. Des bancs en bois, une estrade pour le juge, un box pour les accusés. Et là, au fond, je l'ai vu. Dimitri, mon fils. Il était assis entre deux gendarmes. Il portait un costume sombre. Il était pâle, amaigri. Ses yeux étaient cernés. Quand je suis entré, il a levé la tête. Nos regards se sont croisés. Pendant une fraction de seconde, j'ai cru voir quelque chose dans ses yeux. De la tristesse? Du regret? De la peur? Mais non, juste du vide. Il m'a regardé comme on regarde une étrangère. Puis, il a détourné les yeux. Je me suis assise sur un banc. Maître Moreau à côté de moi. Isabelle était là aussi, de l'autre côté de la salle. Elle ne m'a pas regardé. Thomas était assis près de la porte. Il m'a fait un petit signe de tête. Je lui ai souri faiblement. Marguerite était venue. Elle s'est assise derrière moi. Elle a posé sa main sur mon épaule. Je suis là. Merci. À 10 heures précises, le juge est entré. Une femme, la cinquantaine, cheveux gris attachés en chignon, lunettes, regard sérieux. Levez-vous. Tout le monde s'est levé. Asseyez-vous. Nous nous sommes assis. Nous sommes réunis aujourd'hui pour l'affaire Beaulieu contre Beaulieu. Monsieur Dimitri Beaulieu, accusé de tentative d'escroquerie, faux et usage de faux, abus de confiance et tentative d'internement abusif. Elle a regardé Dimitri. Monsieur Beaulieu, vous avez entendu les charges? Oui, madame le juge. Comment plaidez-vous? Non coupable. Bien sûr. Le procès a commencé. Le procureur a présenté les faits, les documents, les preuves. Il parlait d'une voix claire, posée, professionnelle. Il racontait l'histoire, mon histoire. Mais dit par lui, ça sonnait différent, plus froid, plus clinique. Madame Beaulieu, veuve de 69 ans, vivant seule depuis 8 ans. Son fils unique, monsieur Dimitri Beaulieu, accumulant des dettes importantes, a orchestré un plan pour prendre le contrôle de ses biens. Les documents défilaient, les emails, les relevés bancaires, le faux certificat médical, tout était là, noir sur blanc. Nous allons maintenant entendre les témoins. Le premier à témoigner a été Thomas. Il s'est levé, il a juré de dire la vérité. Puis il a raconté comment Dimitri lui avait demandé d'accéder illégalement à mes comptes bancaires, comment il l'avait menacé de le licencier s'il refusait, comment il avait créé les faux relevés, comment il avait tout planifié. L'avocat de Dimitri, un homme au visage dur, costume impeccable, a essayé de le déstabiliser. « Monsieur Mercier, vous êtes bien conscient que vous risquez vous-même des poursuites pour ce que vous avez fait? Oui. Alors pourquoi témoigner? Pour sauver votre peau? Non. Pour faire ce qui est juste. Ce qui est juste? Vous avez aidé mon client à commettre ces actes? Oui, et j'en ai honte, mais au moins, j'ai eu le courage de dire la vérité. Contrairement à lui. Dimitri a serré les poings, mais il n'a rien dit. Ensuite, ce fut mon tour. Madame Colette Beaulieu, veuillez vous approcher. Je me suis levée, mes jambes tremblaient. J'ai marché jusqu'à la barre. J'ai posé ma main sur la Bible. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je le jure. Je me suis assise. Le procureur s'est approché. Madame Beaulieu, pouvez-vous nous raconter ce qui s'est passé? Et j'ai raconté tout, depuis le début. Ma voix tremblait au début, puis elle s'est affermie. J'ai raconté le dîner de Noël, le message mystérieux, l'ambulance, l'avocat de Pierre, les mensonges, les manipulations, le blocage de mes comptes, l'intrusion chez moi, tout. Je regardais le juge en parlant, pas Dimitri. Je ne pouvais pas le regarder, parce que si je le regardais, je risquais de m'effondrer. Quand j'ai terminé, il y avait du silence dans la salle, un silence lourd. Le procureur a dit « Merci, Madame Beaulieu ». Puis l'avocat de Dimitri s'est approché. « Madame Beaulieu, n'est-il pas vrai que vous aviez des pertes de mémoire récemment? Non, mais vous avez 69 ans. C'est normal d'oublier certaines choses, non? J'ai 69 ans, pas 90, et je n'oublie rien. Mais mon client affirme que vous étiez confuse, que vous mélangiez les événements. Votre client ment. Madame Beaulieu? Non. Écoutez-moi. J'ai un rapport psychiatrique complet, rédigé par un médecin indépendant, qui atteste que je suis en parfaite santé mentale. Votre client, lui, a acheté un faux certificat médical pour me faire passer pour folle. Alors arrêtez de me traiter comme si j'étais le problème. L'avocat a reculé. Pas d'autres questions.
Isabelle a témoigné ensuite. Elle pleurait. Elle disait qu'elle ne savait pas, qu'elle pensait que Dimitri voulait juste m'aider. Mensonge. Mais le juge ne semblait pas convaincu non plus. Puis ce fut au tour de Dimitri. Il s'est levé. Il a juré de dire la vérité. Il s'est assis dans le box des accusés. Le procureur l'a interrogé. « Monsieur Beaulieu, reconnaissez-vous avoir contracté des dettes importantes ? » « Oui, mais reconnaissez-vous avoir demandé à votre assistant d'accéder illégalement au compte bancaire de votre mère ? C'était juste pour vérifier que... Répondez par oui ou non. Oui. Reconnaissez-vous avoir fait une demande d'internement psychiatrique pour votre mère sans diagnostic médical valide ? Je pensais qu'elle était malade. Monsieur Beaulieu, répondez par oui ou non. Dimitri a baissé la tête. Oui. Reconnaissez-vous avoir acheté un faux certificat médical pour appuyer cette demande ? Silence. Monsieur Beaulieu ? Oui. Le procureur s'est tourné vers le juge. Je n'ai pas d'autres questions. Les faits parlent d'eux-mêmes. Le juge a demandé si Dimitri voulait ajouter quelque chose. Il s'est levé. Il m'a regardé, pour la première fois depuis le début du procès. Maman, mon cœur s'est arrêté. Maman, je suis désolé. Les larmes coulaient sur ses joues. J'étais désespérée. J'avais peur. Je ne savais plus quoi faire. J'ai fait des erreurs terribles, mais je ne voulais pas te faire de mal. Je te le jure, je le regardais, et je ne ressentais rien. Ni pitié, ni colère, ni amour. Juste du vide. Je sais que tu ne me pardonneras jamais. Je le sais. Mais je voulais que tu saches que je regrette, vraiment. Le juge a dit « Asseyez-vous, monsieur Beaulieu ». Il s'est assis, et moi, je continuais à le regarder, en me demandant si c'était vrai, s'il regrettait vraiment, ou s'il jouait juste un dernier rôle, pour le juge, pour le public, pour moi. Le juge s'est retiré pour délibérer. Nous avons attendu. 1 heure, 2 heures. Marguerite tenait ma main. Ça va aller, quoi qu'il arrive. Je sais, mais je ne savais rien. J'avais juste peur. Peur que le juge ne me croie pas. Peur que Dimitri s'en sorte. Peur que tout ça ait été pour rien. À 15 heures, le juge est revenu. Levez-vous. Nous nous sommes tous levés. Mon cœur battait si fort que j'avais du mal à respirer. Après avoir examiné l'ensemble des preuves et entendu les témoignages, la cour a pris sa décision. Elle a regardé Dimitri. « Monsieur Dimitri Beaulieu, vous êtes reconnu coupable de tentative d'escroquerie, faux et usage de faux, abus de confiance et tentative d'internement abusif. » Un murmure a parcouru la salle. Isabelle a pleuré. Dimitri est resté immobile. « Vous êtes condamné à 3 ans de prison ferme. » 3 ans. De plus, vous devrez rembourser à Madame Beaulieu la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts. Enfin, il vous est interdit de contacter Madame Beaulieu de quelque manière que ce soit, pour une durée indéterminée. Le marteau est tombé. La séance est levée. Je suis restée assise, incapable de bouger. C'était fini. Justice avait été rendue. Dimitri allait en prison. Pour 3 ans. J'avais gagné. Mais pourquoi est-ce que je ne ressentais aucune joie? Pourquoi est-ce que je me sentais juste, vide? Marguerite m'a serrée dans ses bras. C'est fini, Colette. C'est fini. Oui, c'est fini. En sortant du palais de justice, j'ai vu Dimitri. On l'emmenait, menottes au poignet. Il m'a regardé une dernière fois. Et cette fois, j'ai vu quelque chose dans ses yeux. De la peur, de la tristesse, et peut-être du regret. Mais il était trop tard, beaucoup trop tard. Dans le taxi qui me ramenait chez moi, j'ai regardé Paris défiler par la fenêtre, les rues, les immeubles, les gens qui vivaient leur vie normale. Et moi, je revenais d'un procès où j'avais envoyé mon fils en prison. C'était surréaliste. Maître Moreau m'avait demandé « Comment vous sentez-vous » Je ne sais pas. Et c'était vrai. Je ne savais pas. J'étais soulagée, oui, mais aussi triste, épuisée, vide. Arrivée chez moi, je suis descendue directement au jardin. Le cerisier était là. Les cerises étaient maintenant bien rouges, mûres. Je me suis assise sous l'arbre. C'est fini, Pierre. Justice a été rendue. Le vent soufflait doucement dans les feuilles. Dimitri va en prison, pour 3 ans. J'ai fermé les yeux. Je devrais être heureuse, non? J'ai gagné. Mais je me sens juste, vide. Une larme a coulé. Peut-être parce que, même si j'ai gagné au tribunal, j'ai perdu mon fils. Pour toujours. J'ai ouvert les yeux. J'ai regardé le ciel. Mais au moins, il ne pourra plus faire de mal à personne. Au moins, j'ai eu le courage de dire non. Au moins, je me suis protégée. J'ai cueilli une cerise sur une branche basse. Elle était parfaite, rouge, brillante. Tout a un cycle, n'est-ce pas? Les fleurs tombent, les fruits mûrissent, l'hiver arrive, puis le printemps revient. J'ai mordu dans la cerise.
Elle était douce, sucrée. Peut-être qu'un jour, je fleurirai à nouveau. Peut-être qu'un jour, je retrouverai la paix. Je ne savais pas. Mais j'espérais. Le soir, j'ai reçu un appel de Marguerite. « Colette, comment tu vas ?»« Ça va. Tu veux que je vienne ?»« Non, merci. J'ai besoin d'être seule ce soir. »« D'accord. Mais si tu as besoin de quoi que ce soit, je sais. Merci, Marguerite, pour tout. On est amis. C'est normal. Cette nuit-là, j'ai fait un rêve. Pierre était là, dans le jardin, sous le cerisier. Il me souriait. « Tu as été courageuse, mon amour. J'ai fait ce que tu aurais voulu que je fasse. » « Non, tu as fait ce que tu devais faire. Pour toi. » Il a pris ma main. « Dimitri va payer pour ce qu'il a fait. Et toi, tu vas pouvoir vivre. Vraiment vivre. Mais j'ai perdu mon fils. » « Non, Colette, tu as perdu quelqu'un qui ne te respectait pas, qui ne t'aimait pas. Ce n'est pas pareil. » Les larmes coulaient sur mes joues. « Je t'aime, Pierre. Tu me manques tellement. Moi aussi, je t'aime. Mais maintenant, tu dois continuer. Sans moi, sans Dimitri. Juste toi. » Il a embrassé mon front. « Tu es plus forte que tu ne le penses. » Et puis, il a disparu. Je me suis réveillée à l'aube. Le soleil se levait. J'ai regardé l'alliance à mon doigt. Les 2 alliances. Pierre et moi. Merci, mon amour. Pour tout. Je me suis levée. J'ai ouvert les volets. Dehors, le monde continuait. Les oiseaux chantaient. Le cerisier brillait dans la lumière du matin. La vie continuait. Et moi aussi, je devais continuer. Sans Dimitri, sans regret. Juste avec la certitude que j'avais fait ce qui était juste, que j'avais choisi la dignité, et que maintenant, enfin, j'étais libre. 6 mois ont passé depuis le procès. 6 mois où j'ai appris à vivre autrement, sans attendre un appel qui ne viendrait jamais, sans chercher des excuses, sans porter le poids de la culpabilité. Juste vivre, simplement, dignement. Nous sommes en janvier maintenant. 1 an exactement depuis ce dîner de Noël qui a tout changé. Ce matin, je me suis réveillée avec le soleil. Encore une fois. C'est devenu une habitude. Me réveiller tôt, regarder le jour se lever. J'ai préparé mon café. 1 seule tasse, comme toujours. Mais ce matin, ce n'était pas triste. C'était juste normal. J'ai bu mon café debout devant la fenêtre, regardant le jardin. Le cerisier était nu. Les feuilles étaient tombées en automne. Les branches noires se découpaient contre le ciel gris de l'hiver. Mais je savais. Je savais qu'au printemps, il refleurirait. Comme chaque année. Comme la vie. Ces 6 derniers mois, j'ai fait des choses que je n'avais pas faites depuis des années. J'ai recommencé à voir mes amis. Marguerite, bien sûr. Mais aussi d'autres. Anciennes collègues. Voisines. Nous prenons le thé ensemble. Nous allons au cinéma. Nous marchons dans les parcs. Des choses simples. Mais qui donnent du sens à la vie. J'ai aussi repris la lecture. Pierre adorait lire. Moi aussi. Avant. Mais j'avais arrêté après sa mort. Maintenant, je lis tous les soirs, avant de dormir. Des romans, des poésies, des mémoires, des histoires de vie, de personnes qui ont surmonté, qui ont continué, comme moi. Il y a 3 mois, j'ai fait quelque chose d'important. J'ai vidé la chambre de Dimitri. J'ai enlevé les posters. J'ai donné les livres. J'ai rangé les vêtements dans des cartons. Et j'ai transformé cette chambre en quelque chose de nouveau. Un atelier. J'ai toujours aimé peindre. Quand j'étais jeune. Avant Pierre. Avant Dimitri. Avant tout. Mais j'avais arrêté. Par manque de temps. Par manque d'espace. Par manque d'envie. Maintenant, j'ai recommencé. J'ai acheté des toiles, des pinceaux, de la peinture. Et je peins. Des paysages, des fleurs, des arbres. Le cerisier surtout. Je l'ai peint dans toutes ses saisons. En fleurs au printemps. Chargé de fruits en été. Doré en automne. Nu en hiver. Chaque tableau raconte une histoire. L'histoire de la transformation. L'histoire du cycle. L'histoire de la vie qui continue. Dimitri est en prison. Je ne l'ai pas revu depuis le procès. Je ne lui ai pas écrit. Je ne lui ai pas rendu visite. L'interdiction de contact fonctionne dans les 2 sens, officiellement. Mais même si elle n'existait pas, je ne sais pas si j'irais. Pas par colère, pas par rancune, juste par nécessité. J'ai besoin de cette distance. J'ai besoin de cette séparation. Pour guérir, pour avancer, pour être moi. Isabelle a essayé de me contacter une fois, par l'intermédiaire de Marguerite. Elle voulait me parler, me voir, s'expliquer. J'ai refusé, poliment, mais fermement. Je n'ai rien à entendre, je n'ai rien à dire. Ce chapitre de ma vie est fermé. Maître Moreau m'appelle parfois, pour prendre des nouvelles, pour s'assurer que je vais bien. La dernière fois, il m'a dit « Colette, vous savez que Dimitri a demandé une remise de peine pour bonne conduite ?» Mon cœur s'est serré.
Et elle a été refusée. Il purgera sa peine complète. D'accord. Comment vous vous sentez par rapport à ça? Je ne sais pas, c'est la justice, c'est ce qui doit être. Colette, vous êtes en paix? J'ai réfléchi. Pas complètement, mais j'y arrive, petit à petit. C'est bien, c'est tout ce qu'on peut demander. Il y a quelques semaines, j'ai reçu une lettre, pas de Dimitri, de Thomas. Il m'écrivait pour prendre de mes nouvelles, pour me dire qu'il avait trouvé un nouvel emploi, qu'il allait bien. Il terminait sa lettre par ces mots. « Madame Beaulieu, merci de m'avoir montré ce que signifie avoir du courage. Grâce à vous, j'ai appris qu'on peut toujours choisir de faire ce qui est juste, même quand c'est difficile, même quand tout le monde nous dit de nous taire. Vous m'avez sauvé autant que je vous ai sauvé. » J'ai pleuré en lisant ces mots. Des larmes douces, pas de tristesse, mais de gratitude. Parce que parfois, on ne sait pas l'impact qu'on a sur les autres. Parfois, notre courage inspire quelqu'un d'autre, et ça donne un sens à tout. Hier, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis longtemps. Je suis allée au cimetière, sur la tombe de Pierre. J'avais apporté des fleurs, des roses blanches, ses préférées. Je me suis assise sur le banc à côté de sa tombe. « Bonjour, mon amour. » Le vent soufflait doucement, froid, mais pas désagréable. Ça fait 1 an maintenant. 1 an depuis que tout a basculé. Je voulais te dire merci. Merci d'avoir engagé Maître Moreau. Merci de m'avoir protégé. Merci de m'avoir donné les outils pour me défendre. J'ai touché l'alliance à mon doigt. Dimitri est en prison. 3 ans. Je ne sais pas ce qui va se passer après. Je ne sais pas s'il va changer, s'il va comprendre, s'il va regretter vraiment. Mais je sais une chose. Moi, j'ai changé. Moi, j'ai compris. Moi, j'ai appris. J'ai appris qu'on peut aimer quelqu'un et quand même dire non. J'ai appris qu'on peut être une mère et quand même se protéger. J'ai appris que la dignité vaut plus que la paix à tout prix. Une larme a coulé. Tu me manques, Pierre, chaque jour. Mais je continue. Comme tu me l'as demandé dans mon rêve, je continue. Pour toi, pour moi. Je suis restée là longtemps, à parler à Pierre, à lui raconter ma vie, mes peintures, mes amis, mes lectures. Et quand je suis partie, je me sentais plus légère, comme si j'avais déposé un poids, comme si j'avais reçu une permission, la permission de vivre. Ce matin, en buvant mon café, j'ai pensé à toutes les femmes comme moi, celles qui sont manipulées par leurs propres enfants, celles qui sont trahies par ceux qu'elles aiment, celles qui ont peur de dire non, celles qui se sentent coupables, celles qui pensent qu'elles méritent ça. Et je veux leur dire quelque chose. Non, vous ne méritez pas ça. Vous avez le droit de vous protéger. Vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de choisir la dignité. Même si ça signifie perdre quelqu'un. Même si ça fait mal. Même si tout le monde vous dit que vous avez tort. Parce qu'à la fin, vous devez pouvoir vous regarder dans le miroir et être fier de la personne que vous voyez. Il y a quelques jours, j'ai fait un dernier geste symbolique. J'ai enlevé l'alliance de Pierre de mon doigt. Pas parce que je ne l'aime plus. Pas parce que je l'oublie. Mais parce qu'il était temps. Je l'ai mise dans une petite boîte, avec la mienne, les deux ensemble, et je les ai rangées dans mon tiroir. Maintenant, mon doigt est nu, et c'est bien, parce que je ne suis plus la femme de Pierre, je ne suis plus la mère de Dimitri, je suis juste Colette, une femme de 70 ans, qui a survécu, qui a lutté, qui a choisi la vie. Cet après-midi, Marguerite vient prendre le thé. Nous allons parler, rire, peut-être pleurer un peu, puis elle partira, et je resterai seule. Mais ce ne sera pas une solitude triste, ce sera une solitude choisie, une solitude paisible, une solitude vivante. Demain, je vais peindre un nouveau tableau, le cerisier au printemps, avec ses fleurs blanches, symbole du renouveau, symbole de l'espoir, symbole de la vie qui continue. Malgré tout, malgré la douleur, malgré la perte, la vie continue, et nous avec elle, si nous le choisissons. Ce soir, avant de me coucher, je vais regarder le jardin une dernière fois. Le cerisier sera là, immobile, patient, attendant le printemps, attendant de refleurir. Et moi aussi, j'attends. Pas quelque chose de précis, pas quelqu'un, juste la suite de ma vie, la suite de mon histoire. Une histoire qui n'est pas finie, une histoire qui continue, jour après jour, avec ses joies simples, ses peines douces, ses moments de paix. Si mon histoire aide ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, alors tout cela aura eu un sens. Si mon témoignage donne du courage à quelqu'un, alors mes souffrances n'auront pas été vaines. Si ma décision inspire une autre personne à dire non, à se protéger, à choisir la dignité, alors j'aurai réussi. Parce qu'au fond, c'est ça le sens de la vie. Pas l'argent,
pas le pouvoir, pas même la famille, mais le courage de rester soi-même, le courage de se respecter, le courage de dire « non, ça suffit ». Je m'appelle Colette Beaulieu, j'ai 70 ans. J'ai été mariée pendant 42 ans à l'homme de ma vie. J'ai eu un fils qui m'a trahi. J'ai survécu. J'ai choisi la justice. J'ai choisi la dignité. Et aujourd'hui, je vis, simplement, paisiblement, librement. Le cerisier refleurira au printemps. Et moi aussi, à ma façon, avec mes cicatrices, avec mes souvenirs, avec ma force nouvelle, je refleurirai. Parce que la vie ne s'arrête jamais. Elle se transforme, elle guérit, elle continue. Et nous, avec elle, si nous le choisissons. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.